Personne n'est un expert objectif et légitime, eux non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Salut, moi je m'appelle Morgan, j'ai 21 ans. Salut, moi c'est Reynald, j'ai 29 ans et je suis à Montréal depuis bientôt 5 ans. 5 ans, moi ça fait 2 mois du coup. Un peu plus court. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission de Vie de Personne, personne nous a demandé notre avis sur les jeux multijoueurs, la place de l'alcool dans notre vie et la responsabilité des influenceurs, mais on va le donner quand même. Maintenant, on peut commencer sur le premier, notre rapport avec les jeux multijoueurs. Quelle est votre expérience avec les jeux multi? Morgan, est-ce que toi tu joues beaucoup ou pas trop? Je suis pas un gros joueur. Moi, jeux vidéo, j'ai jamais été gros joueur. Après, par contre, multijoueur, on peut pas enlever le truc, ça a été pour moi les plus gros jeux de tous les temps. Moi, ce que je trouve dommage dans les jeux vidéo, c'est qu'ils deviennent trop faciles. Et vraiment, genre un jeu avec histoire, c'est trop facile. Donc tu vas taper le multijoueur contre des vrais joueurs et c'est là que tu peux avoir des vrais trucs. Et je trouve que c'est le plus intéressant, tu vois, et même t'as des interactions. Donc c'est plutôt cool. Mais moi, non, pas très gros joueur, et toi? Un peu plus que toi probablement. Okay. Ce que j'aime beaucoup dans le côté multijoueur, c'est le côté social. Bon, je vais prendre l'exemple de Apex. J'ai beaucoup joué avec mes amis. Enfin beaucoup, tout est relatif, mais j'ai à peu près 1000 heures de jeu, dont la pandémie. J'y joue pour le social, on est à 3. Les équipes c'est par 3, je pourrais passer des heures quand ils sont là, mais si je suis tout seul, je vais pas ouvrir le jeu, je vais juste faire autre chose. Donc moi c'est vraiment ça que j'aime dans le multi. Le problème c'est que genre je pense à Call of Duty, il est sorti récemment. Ouais c'est vrai. Ça c'est un jeu pour les gros tryharders quoi. T'as différents types de multi je pense quand même. T'as le multi genre, t'as le multi c'est chill tu vois genre Fortnite à old school, mais t'as genre LOL c'est pas genre... Ce que tu disais c'est que t'as le multi mais qui est plus orienté genre je joue avec des vraies personnes, genre des potes, ou même juste des gens que tu rencontres online, et t'as le multi où tu joues juste tout seul. Aussi, déjà. Ouais, t'as deux multis, c'est ça aussi on peut différencier. Dans ton équipe. C'est vrai que tu peux différencier le multi où tu joues avec des gens où c'est vraiment l'équipe qui gagne, et le multi où ok tu peux jouer avec des gens, mais c'est vraiment quand même toi et t'as le focus aussi. Vous y avez plus joué quand vous étiez jeune, ou bah tu t'as dit que pour toi c'était encore le cas actuellement, mais est-ce que toi c'était plus genre t'as découvert plus récemment, ou alors c'était aussi quand t'étais genre ado? Quand j'étais ado, j'avais... En jeu que j'ai tryhard multijoueur, c'est tout con, mais moi c'était Clash Royale. Tu rigoles, mais j'ai atteint un niveau, j'étais dans l'équipe de France, j'ai gagné de la thune grâce à Clash Royale. Ah ouais. C'était sur les scènes et tout, devant le public? Non, j'ai jamais fait les scènes, tu vois, mais genre vraiment les compétitions officielles, je les ai faites ou quoi, tu vois, genre. Je me souviens, genre j'avais fini premier d'un tournoi, j'avais gagné, genre 120 balles, tu vois. Ça se prend, tu vois, pour Clash Royale, ça reste drôle, tu vois. Mais sinon, j'ai jamais fait en full tryhard un jeu multijoueur. De mes souvenirs d'enfance, c'était quoi? C'était Black Ops 3. C'était avec des potes, plus en mode c'était une game chacun, tu t'envoyais le truc ou quoi. J'ai fait plus récemment Mario en multi. Ça restait quand même surtout de l'amusement, tu vois, le multijoueur. J'ai jamais fait de vraiment gros jeux full tryhard. Moi, c'était plus amusement à chaque fois le multijoueur. Tu vois, je recherche plus ça. Ou un FIFA, tu vois, avec déjà le côté multi, ou avec des potes, mais ça reste très peu de full tryhard. Pourtant, FIFA, c'est le jeu par excellence où tu veux passer ça m'a jamais. mais tu vois. Moi, je sais pas, ça m'a jamais. Non, ouais, les jeux vidéo en général, j'ai jamais été un trop gros tryharder. Du coup, tu disais que c'était quoi, toi, tes jeux de référence, par exemple? En multi, si je repars de mon enfance, le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Dofus. Ouais. Ça compte comme multi. Là, c'est vraiment celui où j'ai le plus joué. Ensuite, lycée, League of Legends, évidemment. Pareil, j'ai joué tout seul, j'ai joué avec des amis. C'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup joué aussi. Et ensuite, je suis passé sur la Play avec Overwatch un tout petit peu et après Apex. Bon, j'explore des nouveaux jeux, genre le jeu auquel on a joué, je m'en souviens plus. Lethal Company? Exactement. Mais tu vois, ça pour moi, je le comptais pas forcément dans les jeux multi. Pour moi, c'est plus coop. Parce que genre, tu joues en, littéralement, ça respecte, genre t'es multijoueur, mais c'est pas multijoueur contre d'autres multijoueurs, c'est genre t'es en coopération contre l'ordinateur. Du coup, c'est ça, pour moi c'est plus coopération. C'est comme tu parlais de Apex, c'est un Battle Royale, mais t'as des Battle Royale aussi où tu joues contre l'ordi. Des fois c'est différent aussi. Non, je suis d'accord, ça compte pas trop. L'ordi c'est facile de le mettre en niveau débutant et ça y est, j'ai fait top 1. Non, c'est vrai. Mais en multi, c'est ça à peu près mon expérience. Plus pour le côté social, comme je disais. Ok. Et toi, t'as joué à quoi un peu? Moi, j'avais noté, parce que des fois, il y a des trucs qui sortent de la tête, mais c'est sûr que le Valorant, Counter-Strike, tu vois, et encore Counter-Strike, je pas fait beaucoup, mais un peu. FIFA, pas mal. GTA Online, en vrai, c'était pas mal aussi, surtout au début. Call of Duty, Battlefield, Halo, Rainbow Six, Broken Arrow, je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu de stratégie en temps réel aussi. Là, cette année, il y avait eu genre bêta, playtest qui était sorti, c'est vraiment cool. Football Manager aussi. Puis après, tu disais un peu les Battle Royale, PUBG, Fortnite, Apex, tout ça. Total War aussi. Puis Deadlock, le jeu dont je t'avais parlé, le MOBA aussi de Steam. Donc. T'as testé? J'avais essayé une fois, bon, c'était un peu
peu lent sur mon laptop. Mais en vrai, je kiffais le jeu. Il est pas mal. Et est-ce qu'à l'ancienne, t'allais au cybercafé pour jouer à Counter-Strike avec tes potes? Pas trop de cybercafé par chez nous. Non. Mais justement, c'était ça que j'avais noté. Pourquoi le multi il a pris autant de place aujourd'hui qu'il y a 20 ans alors que justement, il y a 15-20 ans... Le Wi-Fi. Ouais, c'est ça. On était plus focus sur les jeux solo, excepté World of Warcraft et Dofus. Moi, je pense à Et l'époque. Counter-Strike. Ouais, mais à l'époque, tu pouvais pas les faire tourner, en fait, c'est juste ça. Enfin, tu vois, il y avait pas les technologies. Maintenant, pour 1000 balles, tout le monde a un PC de compat chez soi. Et la gestion de l'argent, elle est différente. Donc, tout le monde peut jouer en ligne avec sans forcément des gros revenus. Donc aussi, t'as le côté où les jeux vidéo en général, soit ça extériorise beaucoup les personnes, mais en même temps, chacun chez soi, mais t'essaies de retrouver du monde. Donc t'as un paradoxe de si je fais du social, mais à la fois c'est du faux. Je pense que les gens, ils recherchent ça aussi. Le cash prize. League of Legends a commencé à faire des compétitions, $1 million ou $2 millions pour l'équipe qui est championne du monde, alors divisé par 5 plus le staff. Mais quand même. Ouais, mais là, tu parles quand même d'une élite. Entre guillemets, Ouais, le jeu bon. vidéo, enfin, ça s'englobe plus dans le truc où c'est sûr, mais tu vas pas jouer à un jeu en ligne. Ah, parce que je peux me faire des. Surtout quand tu sais LOL, enfin, les trucs qui sont compétitifs. Mais pourquoi Non, mais tu fais une globalité. Tu fais genre sur un échantillon de 100 personnes, tu leur demandes ok, t'as commencé ce jeu pour ça. Aucun va dire je voulais devenir champion du monde. Enfin, tu vois, tu peux pas. Bah, peut-être. Ouais. Peut-être sur le Je principe. pense ouais. que sur 100, il y en a au moins quelques-uns. Il y en a pense que- quelques-uns, mais je pense que c'est pas ça qui a démocratisé le fait que les jeux Non. vidéo ils marchent. Surtout Surtout en ligne. au début, il n'y avait pas de thunes, donc ça veut dire que tu jouais juste pour le kiff, et quand c'est venu, puis comme tu disais tout à l'heure sur Clash Royale, tu sais, peut-être qu'au début, tu as commencé en disant juste, Ah ouais, bah, moi, vas-y, le c'était- jeu, il me fait kiffer, puis après, à un moment, ça te tombe dessus, tu dis, ok, bah je prends, puis C'est ça, oui, sur le principe, voilà tu aussi. continues. Tu sais, genre pour reprendre ton échantillon de 100 personnes, tu demandes à 100 petits qui ont, je sais pas, entre 12 et 15 ans, est-ce qu'ils veulent devenir champions de Fortnite? C'est sûr, ils vont dire oui. Maintenant, oui, c'est vrai que la génération a augmenté. Surtout, Mais oui, C'est tu toujours demandes c'est ça en 2018, ouais, c'était ça, 2019. De fou. Tout le monde était là, Fortnite et tout, ça je suis d'accord, ouais. Mais ça aussi, c'est un autre truc où vraiment, bah, maintenant, vu que tu peux gagner de l'argent, pas facilement, tu vois, mais en ligne, les business, tu peux les faire facilement, tu vois, devenir joueur pro, ça se fait maintenant beaucoup plus facilement, tu vois. C'est devenu un métier déjà, donc c'est sûr que ça peut donner envie à plus de personnes de la jeune génération. il y a peut-être eu aussi l'effet YouTube qui s'est vachement démocratisé, l'effet Twitch qui s'est démocratisé. Qui a relancé T'aimes une des jeux aussi. personne, elle joue un jeu, tu te dis ah, il a l'air de bien s'amuser, je vais faire pareil, je vais embrigader 2-3 copains et puis on va aller jouer ensemble, ça va être sympa. Ou même avant, moi j'allais le midi, quand c'était la pause de l'école, j'allais chez mon ami, on jouait à Dofus tous les deux, tu vois. Bah, c'est ça aussi, c'est que comme on a plus internet, je pense qu'on est plus poussé à rentrer en compétition, comme tu disais, avec les autres pour te challenger et toujours prouver que t'es le meilleur, tu vois. Puis même les jeux, ils mettent des systèmes pour ça. Ouais. Genre juste, j'ai noté, tu sais, même des fois sur les jeux, mais quand t'as des médailles, les prestiges, les skins exclusifs, les ligues, les classements, les récompenses pour les meilleurs, bah, que ce soit financières ou juste dans le jeu, la promotion du multi via les youtubeurs et les streamers, tu vois, quand le début de YouTube, t'as plus de gens qui regardent, parce que ça fait plus d'audience, mais quand ils jouaient, je sais pas, les débuts de Call of, de Battlefield ou même en soi Rocket League ou ce genre de choses ou Fortnite que quelqu'un qui joue tout seul à God of War ou Metal Gear Solid. Même si ça peut dans une niche, mais au global, les gens s'engagent moins. La rejouabilité du jeu solo, je veux dire, une fois que tu l'as fini, c'est fini, ça. tu le refais en expert si tu veux, mais c'est la même chose. Versus ta game de League of Legends, oui c'est la même chose dans le sens où tu vas jouer dans ta ligne, tu vas etc. Ouais, c'est Mais ça. c'est pas pareil, ça se déroule jamais vraiment de la même manière. Puis c'est ça qui est bien, c'est qu'aussi le multijoueur, je pense que ça intéresse autant parce que t'as le côté imprévu. C'est que tu vois, sur des jeux où t'es full tryhard, ok, donc ça dépendra de tes adversaires, tu vois, mais sur les côtés où tu vas avoir genre des Fortnite, tu vois, genre à l'ancienne, où il y en avait, c'était juste, enfin, rigoler. Et multijoueur, ça permet ça, tu vois, parce que tu fais ton jeu solo, jamais tu vas te taper une barre. Tu te tapes une barre parce que tu joues avec tes potes. Ouais, je suis Le d'accord. jeu vidéo en lui-même, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui sont drôles? Non, mais tu vois, est-ce que t'as vraiment joué à un En jeu solo solo et tu t'es rigolé une fois, tu vois, comparé au multi? Rigoler, là, j'avoue que je sais pas trop, mais souvent, c'est des choses plus sérieuses, je dirais. Mais C'est ça. des choses où tu te poses plus dans ton esprit, tu vois, comme les jeux de stratégie, tu sais, même les jeux narratifs, genre, c'est genre, tu te poses plus. Mais je pense que c'est surtout le fait que les jeux multi, ils durent plus dans le temps. Donc, tu vois, le jeu solo, Ouais. même si on parlait juste de streamer ou de youtubeur, ça peut faire beaucoup d'audience, mais ça va être réduit juste, je sais pas, allez, 2-3 premiers mois max de la sortie, et puis après, ça va passer à autre chose. Alors qu'un jeu multi, s'il est juste mis à jour, bah, du coup, ça peut rester plus longtemps. C'était il y a 2-3 ans, Elden Ring, quand il était sorti, tout le monde, que tu kiffais les jeux multi ou pas,
Genre, en tout cas sur internet, tout le monde y jouait et ça faisait beaucoup d'audience. Mais une fois que le jeu était fini, ou alors c'était trop dur, t'arrivais pas à passer, bah après tu partais sur autre chose. Mais en soi, les jeux multi, eux, ils restent tout le temps. C'est plus régulier par rapport à ça. Aussi parce que c'est compétitif. Exactement. C'est ça, t'as le truc humain où tu veux forcément gagner. Puis non, c'est là où par exemple GTA, ils ont été forts, c'est qu'ils sont passés d'un jeu où maintenant avec le RP, c'est multi et c'est stylé de ouf. Et ils ont créé un jeu qui peut pas mourir parce que tu peux avoir que des interactions de rôle, vu que tu vois, ça dépend des personnes. C'est le plus compliqué au début, mais après, une fois que tu l'as, entre guillemets, si c'est que des expressions, des relations avec les gens, des trucs de rôle ou quoi, bah forcément ça va durer. Et encore là-dessus, c'est la communauté qui les a créés, les modes aussi. C'est même pas le jeu, tu vois. Oui, c'est juste mis l'environnement, mais il y a 1 ou 2 ans, Rockstar, ils avaient racheté 1 ou 2 boîtes qui faisaient les modes RP. C'est soit en mode, ils les rachètent pour exploiter mieux le truc actuellement, soit ils les rachètent pour mieux l'implanter dans le 6e. Mais ça peut être aussi un bail de on vous achète, comme ça vous êtes plus indépendant, et puis si vous voulez faire un truc sur le prochain ou sur tous les prochains, bah faut que ça passe par nous du coup. C'est ça, là-dessus, à voir, on verra. Tu vois, pareil, GTA, je crois que c'était il y a récemment, ils ont fait une espèce de Koh-Lanta sur GTA, les streamers français. Donc ça aussi, ça contribue à garder la hype du jeu, même s'il est sorti il y a, je pense, 10 ans. Ça commence à... C'était 2013, je crois. Hein. Okay, 11 ans. Ouais, 2013, ouais. Ouais, ça fait un petit bout. 11 ans, ouais, non, ça... Mais je trouve que justement, le format du jeu en ligne, il est moins engageant à long terme, mais beaucoup, genre énormément demandant à court terme. Genre peut-être qu'à long terme, du coup, tu sais pas trop les mises à jour, même si tu vas pas aller sur un autre jeu, alors qu'à court terme, tu vas vouloir, comme tu disais, genre aller à fond sur tous les niveaux, genre juste te dépasser puis essayer d'être le meilleur. Même si je joue entre guillemets pas mal, je reste un joueur casu, ça m'intéresse pas d'aller être radiant sur Valorant, quoi. Moi, je veux juste, on est là, on joue ensemble, c'est bien, on passe un bon moment et c'est tout. Puis si ça dure, tant mieux. Sinon, on se retrouvera sur un autre jeu où ça peut changer, quoi. Mais c'est vrai que souvent on te demande de te connecter régulièrement, réaliser des défis, rester à jour pour ne pas perdre l'avantage avec les autres joueurs, ce qui va demander une connexion plus régulière. Des fois c'est juste tu te mets dessus puis tu te dis bon bah je reviens sur Fortnite maintenant alors que je l'ai lâché il y a 4 ans. Je venais de perfectionner ma technique pour faire des tours, puis là tu captes plus, c'est en première personne. Pour les jeux qui évoluent comme ça, oui, mais c'est aussi pour ça qu'ils font des modes rétro. Maintenant, souvent. Ça, c'est fou. Pour reprendre Fortnite, ils ont pris le mode zéro construction. Ça a réamené pas mal de monde. Moi y compris, j'ai retéléchargé le jeu. Bon, j'ai fait 3 parties, je l'ai resupprimé, mais quand même, je l'ai retéléchargé pour dire à l'ancienne, c'était marrant Fortnite. Mais ça fait revenir sûrement d'autres joueurs qui, eux, restent un peu plus. C'est vrai que ça change parce que t'as moins ce côté, vas-y, on est à fond, tu tires une balle, le mec, il a construit un château fort en 5 secondes. Bon, ça va, quoi. Moi, je joue pour m'amuser un petit peu. Je préfère qu'il n'y ait pas de barrière ou de je sais pas quoi. Le problème du multijoueur aussi sur des jeux qui sont comme ça, tu vois, Fortnite, où en fait t'as tellement une échelle de personnes et d'échantillons. Il y en a, ça va être juste je joue avec mon pote, il y en a full tryhard ou quoi, que c'est vrai que c'est compliqué le multijoueur sur les trucs où toi tu veux juste chill des fois et tu vas tomber sur des gros tryharders comme t'as dit, ils vont te construire un immeuble, toi tu vas être là, alors comment on change ça, enfin tu vois. Ça peut être aussi le problème du multijoueur, c'est que ça peut détruire aussi et dégoûter même. C'est pour ça que normalement ils ont instauré le système de, je crois que ça s'appelle SBMM, qui est censé te faire du matchmaking selon ton niveau, selon tes parties, mais parfois il y a des petites failles, quoi. Bah, même souvent. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est tout con, mais le matchmaking avec, tu crées, tout le monde a des petits comptes, ou plusieurs comptes ou quoi, tu vois, que ce soit même les joueurs pro pour s'entraîner de façon anonyme, et tu fais juste ça, multiplié par juste des personnes qui sont bons et qui veulent recommencer le jeu ou quoi, tu veux juste faire des records de kills, certains, tu vois, donc t'as tellement un truc où le matchmaking, des fois, on pense qu'il est désastreux. Moi, demain, je suis professionnel, j'ai un second compte, le système va se rendre compte que je fais beaucoup trop de kills pour ça, et puis il va mettre avec des lobbies plus élevés, normalement. Ça prend, normalement, ça prend du temps, des fois. Puis même, du coup, les nuls, tu restes entre nuls, mais t'as du mal à voir, genre, à quel point tu dois step up pour être bon. Tu sais, si t'es juste entre nuls, tu dis, oh, là, imaginons, tu dis là, une partie sur 4, tu fais une bonne partie, t'es content de toi, mais en vrai, le jour où le niveau va te classer un peu plus haut, là, tu vas te faire terrasser, puis ça va presque te dégoûter aussi. C'est pour ça que souvent, que dès que la hype est un peu passée aussi sur un jeu, ou s'il y a des problèmes qui persistent, qui, comme ça, tu vois, peuvent t'empêcher de jouer. Après, comme il y a tellement de jeux multi, ça peut juste te décaler vers d'autres jeux. Comme tu disais, une mentalité, genre juste moi je joue plus multi ou plus solo ou un peu les deux, mais tu vas être un jeu multi un moment, puis après tu vas aller sur un autre. Puis... Ça dépend de la saison aussi. En hiver, on aime bien être cocooning à la maison, peut-être un petit jeu solo, ou genre un jeu comme No Man's Sky.
t'explores l'espace à ton Tu te rythme. prends pas la tête. C'est des beaux visuels, des belles musiques, t'es tranquille. Je disais, il y a aussi une mode. Tu sais, il y a quelques années, tu avais les Battle Royale. Dans les années 2010, tu étais à fond dans les FPS, vraiment juste tu cours, tu tires. Aujourd'hui, c'est plus les héros shooters ou les MOBA. Tu sais, il y a un peu des cycles aussi. De consommation en général, non, c'est vrai. Puis nous aussi, ce qu'on recherchait, bon, j'allais dire à 20 ans pour moi, mais 15 ans pour toi, c'est moins ce que je recherche aujourd'hui. Oui, et c'est sûr. C'est aussi ce qui fait partie des cycles. Puis tu te greffes, comme on a dit, sur des modes aussi, tu vois. Enfin, les jeux vidéo qui tournaient il y a 5 ans, c'était entre guillemets ceux qui étaient connus ou quoi. T'étais content de les voir parce que forcément les streamers aussi, eux, ils sortent sur cette vague. Si demain il y a un jeu où tout le monde joue, bon les 3/4 des streamers vont y jouer parce que entre guillemets c'est la mode et on va découvrir ça. Puis aussi, si la majorité des joueurs, comme je te disais, délaissent un jeu pour plusieurs raisons, puisqu'il y en a d'autres qui sortent, le jeu multi, après, il devient complètement mort. Au contraire d'un jeu solo, que tu le lances 6 mois après ou à sa sortie, il n'y a pas beaucoup de différence, à part même que tu as peut-être plus de plus-value à y jouer plus tard, parce qu'au moins tu peux avoir des mises à jour qui empêchent les bugs de début, etc. Mais c'est vrai que le défaut du multi, c'est que si t'es pas là à un moment donné, tu peux plus rattraper le passé. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure avec le mode original de Fortnite, si t'étais pas là en 2017-2018 pour y jouer, ça va être dur pour toi d'être attiré par ça alors que t'as pas vécu la nostalgie de la chose aussi. C'est ça. Ça a été fait pour justement aller rechercher ces joueurs qui étaient là au tout début, à l'ancienne, quand tu lançais Fortnite en bêta, tu savais pas trop c'était quoi le jeu. Les joueurs qui jouent tous les jours, eux, ils vont pas faire ça, ils vont continuer à faire leur mode normal. Les autres, ils vont venir chercher le mode à l'ancienne. Mais après, ça peut aussi être une façon pour les jeux de promouvoir leur jeu via des collaborations commerciales aussi avec les streamers. Mine de rien, depuis tout à l'heure, on en parle. Ils ont leur part d'influence là-dedans. Oh, clairement. Tu vois ton hashtag ad sur ton streamer préféré, il joue un jeu de supermarché. Je sais pas, je pense à Domingo qui faisait son supermarché avec toute l'équipe. Tu te dis, ça peut être marrant avec les copains. Petit, même juste sur le principe, ce que je trouve cool, c'est que il y a tellement de jeux, que ce soit solo, multi ou quoi, juste pour te faire un avis, pour savoir si le jeu est bien, ou même si tu as envie de l'acheter, ou même juste s'il est gratuit, c'est en mode, comme tu disais tout à l'heure, t'investir en temps dessus, en vrai, il n'y a pas meilleur moyen que de regarder d'autres personnes y jouer, sans forcément savoir, est-ce que c'est fun, est-ce que c'est drôle, mais juste, est-ce que, ok, déjà je capte, le côté apprentissage, genre, je trouvais qu'avant, quand t'avais pas le choix, tu lançais le jeu, tu galérais pendant des heures à capter, parce qu'en plus, il y avait moins d'explications. Et si tu captais, tant mieux, tu persévérais, sinon tu dis ok, je comprends pas, non, ciao, vrai, tu vois. Donc là, au moins, le fait de le voir à l'avance, tu peux déjà comprendre et te dire ok, League of Legends, ok, j'ai du mal à comprendre, mais ça m'intéresse pas, donc je vais rester loin. Ou alors, en fait, peut-être que ça peut être cool parce qu'il y a un gros engouement. La facilité des streamers, c'est que tu peux tout observer sans vraiment connaître et te dire, t'axer plus sur un jeu, sur un style de truc et te dire, ok, ça je peux tester. Après, il y a comme une grosse frontière entre regarder le jeu et y jouer. Tout à l'heure, tu parlais de Deadlock. J'ai pas aimé regarder le jeu. Par contre, j'ai fait 2-3 parties. C'était grave sympa. C'est sûr, c'est pas la même sensation, mais tu peux avoir un petit aperçu, que ce soit sur les graphismes et comment ça se joue. Oui, c'est sûr, ça n'a rien à voir de regarder jouer. Tu sais pas le niveau de la personne, donc ça se trouve, mal se déplacer, toi ça va être plus fluide de ton côté ou l'inverse, que ça aide mine de rien. Oui, ça aide. Mais ça fait pas tout du tout. Non, c'est sûr, ça fait pas tout. Et du coup, le fait d'y jouer, il y a certaines sensations que tu peux avoir aussi, que tu peux pas avoir sur un jeu qui est pas très graphique, parce que Call of, oui, tu le vois, mais c'est quand même très sensationnel comme jeu. Ah oui, les vibrations dans la manette, ou ton streamer, lui, il sait jouer, toi, pas trop. Donc là, c'est pas pareil, tu sais, il y a quelqu'un devant, il y a quelqu'un derrière, tu mets le casque, t'es en immersion, c'est plus du tout la même expérience. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de fou qui marche avec les jeux de voiture. Il n'y a pas grand monde qui regarde des jeux de voiture sur internet parce que, à part un public assez fan, au sens général, c'est pas très populaire, à part les Mario Kart, mais plus pour le côté fun comme tu parlais tout à l'heure. Mais le jeu de voiture en tant que tel, tu dis ça m'intéresse pas trop. Mais en vrai, quand il joue, tu vois de fou la différence entre un Need for Speed, un Gran Turismo, un Forza, un The Crew, tu vois. Et là, tu te dis, ok, lui, c'est juste un jeu de voiture sans plus. Lui, t'as des vraies sensations. Lui, ça, c'est vraiment juste fun, ça va à 1000 à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, il y avait le jeu Wipeout. C'était pas un jeu de voiture, mais c'était un peu un jeu futuriste. Des petits vaisseaux. Ouais, ça, c'était des vaisseaux qui étaient un peu en lévitation au-dessus du sol, puis ils faisaient un peu comme dans des niveaux, genre comme ça, comme Mario Kart, la piste arc-en-ciel un peu, ça faisait vraiment des trucs comme ça. Ça, c'était un truc de fou. Mais en soi, si tu le regardes, tu te dis, c'est moyen, mais quand tu joues, t'as pas les mêmes sensations qu'un Need for Speed Carbone où tu fais des gros drifts aussi. Mais aussi le jeu de Formule 1, qui je trouve lui est plus grave réaliste. T'es indiqué, t'as les petites flèches qui t'indiquent comment freiner et tout. Pour le coup, si tu respectes
respectes pas, tu finis dans les choux. Ouais, bah c'est ça, non, même les Gran Turismo à l'époque, hein. Tu vois, genre quand même le truc de, ok, c'est un jeu de voiture, enfin, pour l'époque, en plus, c'était pas trop travaillé ou quoi, mais fallait comprendre la vitesse, où tu prends tes virages, intérieur, etc. Et je trouve que c'est bien, justement, ça apporte une petite catégorie au jeu où c'est quand même un peu complexe, tu vois, et t'as des vrais trucs, des vraies notions qui peuvent être, bon, tu vas pas les utiliser dans la vraie vie, tu vas pas conduire une F1 ou quoi que ce soit, mais... On sait jamais. On sait jamais qui c'est. Mais non, tu vois, ça rapporte un petit truc qui est cool aussi sur le jeu où bah t'as des vraies sensations et des vrais conseils, tu vois. Et forcément, à regarder, tu vas être là, bon, bah oui, si tu freines trop fort, bah tu vas forcément dans le décor. Mais quand t'es dedans, tu vas te dire, ouais, mais non, parce que c'est plus technique ou quoi. Et c'est là où tu vois l'importance d'y jouer quand même et de faire ta propre expérience. Ouais, c'est beaucoup moins arcade, Ouais. beaucoup plus immersif. Puis il y a aussi beaucoup de, en tout cas pour les jeux en ligne, en multi, de pay to win, de transactions. Aussi. Ce qui fait que ça apporte pas toujours des bonnes choses, surtout si tu as déjà payé ton jeu 80. Sachant que le marché du jeu vidéo a jamais rapporté autant que ce qu'il a rapporté aujourd'hui. Par rapport aux jeux solo ou par rapport à des jeux coop comme on en parlait, c'est aussi un truc différent. Toi, si toi tu t'investis en temps mais que derrière, quelqu'un qui passe 10 fois moins de temps mais juste qui met la carte de crédit, bah, il arrive à te dépasser en 2 secondes. Ça peut être frustrant et c'est le problème aussi, mais ça c'est le jeu vidéo en général. Les gros jeux maintenant, les nouveaux jeux en ligne, vu que le Wi-Fi, Internet, ça a été démocratisé, il faut que tu aies aussi le serveur qui puisse accepter, tu vois, tous les joueurs qui vont arriver. Vu que tu sors un GTA 6, il faut avoir les serveurs, tu vois, parce que le nombre de connexions en même temps, elle va être folle. Donc forcément, après, il faut qu'ils rentabilisent au max aussi. C'est le problème du jeu vidéo, c'est que pas tous, mais c'est devenu pay to win 3 dernières années, même les 5 dernières années où c'est vraiment, t'as vu un changement, tu vois, du pay to win. Maintenant, t'as des jeux vraiment, avec 1000 balles, on va dire, tu deviens l'un des meilleurs juste parce que t'as dépensé 1000 balles, quoi. Ah tu vois, moi j'aurais dit l'inverse. Je trouve que justement aujourd'hui, les gens qui mettent 1000 balles, ils sont noyés dans la masse des autres gens qui mettent 1000 balles. Et que les gens qui s'en sortent, c'est ceux qui mettent 5000 ou plus. Ah oui, mais... Et qui du coup réussissent à... Mais je parle vraiment pour les gros jeux, tu vois. Genre... vous pensez à quel jeu en genre disant FIFA, même à l'époque, bon, c'est hyper connu, mais le Star Wars Battlefront 2 qui avait fait interdire toutes les microtransactions en Belgique, même les jeux mobiles. On n'en parle pas trop, mais les jeux mobiles, il y en a beaucoup en multijoueur. Tu vois, tu parles avec Clash Royale. J'ai jamais joué, mais est-ce que c'est bien multi, tu vois, comme Clash of Clans aussi. C'est ça. Du coup, tous ces trucs-là qui sont full multi, là, eux, ils se cachent même pas. Faut que tu payes pour avoir des meilleures cartes, ça c'est que... Mais tu vois, l'exemple de FIFA, avant, il y avait toujours, même moi j'avais commencé à FIFA 15, le mode Ultimate Team avec les cartes, t'avais des gens qui mettaient des montants, même des streamers, mais c'était plus timide. Les gens le faisaient pas en mode derrière, je veux me faire de l'argent avec ça ou être le meilleur. Mais au fur et à mesure, t'avais le gars qui mettait 2000 sur l'année. Après, il y en a, c'était genre, moi je mets 2000 au début, juste pour bien commencer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as des gens, ils mettent plus que ce que à l'époque, tu peux regrouper un paquet de personnes et tout le monde n'aurait pas mis autant que juste une personne aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend des jeux, je suis d'accord. Ouais, je crois que c'était Rocky l'année dernière sur FIFA. Il avait dit qu'il avait dépensé plus de 5000 euros genre en 6 mois sur le jeu. Mais maintenant, c'est ok, c'est vrai. T'es rentré dans un truc où, ok, c'est ok. Il a dépensé certes, mais tu vois, c'est pas choquant. Mais à l'époque, tu sortais, j'ai dépensé 5000 balles, tu vois. Genre, t'étais un extraterrestre. Moi, tu me dis, j'ai dépensé 5000 balles dans un jeu vidéo. C'est qu'on va dire, mais je compare ça à quelqu'un qui a mis 5000 balles dans une veste. Mais ça aussi, c'est la démocratisation des jeux vidéo qui a fait que avant, tu lisais des mangas, tu jouais aux jeux vidéo, t'étais un nerd, allez hop, on te met dans la case, déjà terminé. Aussi, ouais. Maintenant, c'est limite l'inverse, quoi. Ah, tu joues pas aux jeux vidéo, genre. Oh. Ouais, t'es pas connecté. Non, c'est vrai, ouais. Puis aussi, quand t'es connu, là, tu parlais de Rocky, qui est un youtubeur, streamer, aussi joueur e-sport. T'as plus ce côté-là, vas-y, je le mets, mais c'est comme si tu kiffais la peinture, puis tu t'investissais là-dedans en te payant des formations, des cours aussi. Dans le sens, pour après gagner de l'argent avec. Il y a quelques années, c'était moins le cas, mais aujourd'hui, tous les gens qui sont connus sur Internet, qui mettent de la thune dans des jeux, ils le font passer en frais de service. Ce qui fait que ça leur permet aussi de profiter du jeu à fond, avoir un avantage concurrentiel et en même temps pas vraiment te sentir délesté de cet argent. Et tu crées ton contenu. Exactement. T'es là tout le temps à jour. Puis ça reste normal aussi, c'est comme un footballeur. Enfin, maintenant, c'est devenu tellement un business, c'est un métier que si tu compares ça à un footballeur, c'est que, normal, le footballeur, il va s'acheter les meilleurs habits, les meilleures chaussures, avec une bonne alimentation. Le streamer, entre guillemets, pour se vendre aussi et être dans les meilleures conditions, il faut qu'il se mette full bien. Comme ça, c'est vraiment que son niveau qui parle et il peut pas sortir l'excuse de « Ah, j'ai le niveau de carte ». Donc forcément, là aussi, ça va démocratiser la façon de jouer. Et puis aussi, au-delà de remettre toujours la faute sur les gens, c'est aussi la faute des jeux. Tu disais tout à l'heure que ça se démocratise, mais si les jeux proposaient pas l'option, c'est pas le joueur qui peut la créer de lui-même, tu vois. Non. Je dirais que c'est un peu les deux aussi. Je partirais plus du principe que c'est quand même les joueurs. Okay. Parce que le jeu, en fait, tu peux proposer un truc, mais acheter dans un jeu, ça existe depuis la nuit des temps, tu vois. C'est sûr, hein. Pour moi, c'est vraiment le joueur, tu vois, l'esprit compétitif, on en parlait. Maintenant, t'es sur des jeux qui sont de plus en plus compétitifs, t'as envie d'être le meilleur ou quoi. T'as le bypass facile, tu vois, avec l'argent. Forcément, tu l'utilises, mais je pense que c'est quand même plus les jeux vidéo, enfin, les joueurs
en eux-mêmes qui ont démocratisé ça que le jeu vidéo en lui-même. Le jeu vidéo, ils ont fait un truc qui sert à rien, mais tu vois, c'est tout ce qui va être skin, les collections. En général, faire une collection d'objets, c'est devenu commun sur la plupart des jeux multijoueurs. Ça va être des skins, des armes ou quoi, et ça va être le truc de payant. Donc ça, à la limite, c'est le seul truc où les jeux vidéo, ils ont vraiment eu une contribution. Et encore ça, après, ça impacte même pas la performance dans le jeu. Ça impacte même pas, tu vois, donc ça reste les joueurs, ça, tu vois, ça reste la consommation à du fond, joueur. tout ce qui est cosmétique, ça je suis d'accord avec toi, pour moi c'est à fond sur les joueurs. Je suis pas d'accord. Ah ouais? Moi, je suis meilleur avec un skin. Non, mais voilà, ça reste le Mais côté peut-être qu'il y psychologique. a certains jeux, et en soi ce serait malin, tu sais, de genre intégrer une partie de ton algorithme qui augmente un peu le pourcentage de réussite quand tu as acheté un cosmétique. Ouais, mais ça déséquilibrerait le jeu. Oui, et ça mais serait moi, je pense que c'est déjà le cas. Trop Je pense que c'est déjà le important. cas. C'est pas Non, je pense impossible, pas. mais du coup ça poussera à la consommation aussi, donc pense ça serait pas. même pas, je sais même pas si c'est légal, parce que du coup, tu Bah, y a pas biaises de le loi, jeu, après, il y a pas Pas de de loi. loi, tu fais ce que tu veux. Mais théoriquement tu biaises le jeu, enfin si tu dis ok ceux qui achètent ça je leur donne plus de chances qu'un autre. Je sais que dans FIFA, tu sais, il y a tellement de cartes que c'est dur Ouais. d'avoir un œil exact sur l'équilibrage de chaque carte. Sachant que je te parle d'une époque où il n'y avait même pas le football féminin dedans. Ça enlevait déjà un gros paquet de cartes. Et que tu avais même des joueurs genre basiques qui étaient plus forts que des joueurs que tu avais payés. L'équilibrage se faisait tellement aléatoirement que tu avais un joueur que tu pouvais juste acheter dans le jeu, mais un joueur éclaté. Je me souviens un gardien de Butland, genre le mec c'était une machine de guerre alors qu'il jouait dans un club de première ligne mais de seconde partie de tableau et le gars il était plus fort que tous les autres. Ah ouais. Juste parce qu'en fait l'équilibrage était fait en sorte que tous les joueurs que globalement tu pouvais acheter sur le jeu qui avaient le moins de chances de tomber dans des packs étaient tellement forts que de l'autre côté des fois ça crée des déséquilibres aussi avec d'autres personnages. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, les jeux, ils ont tout intérêt à proposer Aussi, des microtransactions, parce que leur but, c'est d'être rentable. Après, s'ils proposent des trucs et que tu achètes, ils vont t'en proposer un petit peu plus, et un petit peu plus, et un petit peu plus. Puis ça fait leurs affaires, Bah, c'est tout clair. simplement. Ouais, ils ont raison, créé tu vois. le format de pack déjà. Ouais, Tu prends le- des plus 15, plus 10 value, tu vois, ils te Ouais. le mettent vraiment en gros, enfin que ça soit. Forcément, c'est de la communication et c'est mais, obligé, tu vois. Le plus abusé, entre guillemets, c'est le format de Battle Pass, les passes de combat. Dans tous les jeux, il y en a maintenant. C'est intéressant parce que tu vois, on parlait des jeux vidéo multijoueurs qui étaient intemporels, mais oui et non, tu revenais sur le fait que du coup, s'il n'y a pas de joueurs Fortnite, tu peux pas y jouer comme avant. Tu vois, ça sera jamais la même chose. Donc forcément, en fait, un jeu vidéo, il se fait aussi par la hype des joueurs. Donc il faut C'est qu'ils ça. vendent. Un jeu vidéo en ligne, tu sais jamais s'il peut durer 3 mois avec une hype ou 10 ans. Parce que le problème, c'est que donc il faut faire de l'argent le plus vite possible. Et maintenant, tu sais que dès que le jeu va sortir, ok, t'as le pass. Après, tu peux acheter plus cher. Mais en même temps, le jeu, il sait jamais si, surtout en ligne, il sait jamais s'il va durer 6 mois. Si les gens, il va y avoir une hype pendant même 2 semaines, genre des millions de personnes, et après, il y aura que 100 000 personnes. Et ça dépend en plus du style de jeu, parce que Aussi. des fois, je sais qu'il y en a, si c'est un jeu qui a vocation à être plus populaire, si tu balances tous les trucs direct, microtransactions, pack, battle pass, tu sais que les gens te disent, ok, celui-là, c'est un jeu qui va demander de payer pour gagner, je m'y engage même pas. Et ce qui fait que ça dépend des jeux, puis il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent moins, mais du coup, il n'y a pas de vérité générale, comme tu disais, des fois, pour les cosmétiques, ça marche, des fois, ça marche moins. Sachant que même World of Warcraft, à l'ancienne, fallait payer ton abonnement tous les mois. Ah tu ouais, vois. j'avoue, c'était 13 € Donc, je crois par mois. là, et c'était juste pour avoir accès. J'ai jamais fait, donc je sais pas, mais je pense pas que t'avais davantage dans le jeu ou que t'avais de Non, skins. c'était juste pour y pouvoir accéder. jouer. Ouais. T'as acheté le jeu CD, ensuite t'as acheté l'abonnement. Mais je t'ai dit 13 Ça, € c'est par mois, fier, mais ça. c'était peut-être 13 € par 2 mois. Et si tu renouvelais pas, t'avais plus accès Ça à n'existe rien plus, du ça. tout. C'était même pas genre t'avais accès à une petite zone, tu tournes en rond, tu parles à ta guilde, juste t'avais pas le jeu. Pas le jeu. Ah ouais, non, Et c'est pourtant, fou, ça avait du succès Même de si t'as fou. le CD. Ah ouais, c'était super populaire. ça existait plus ça maintenant. Si. Ah ouais, des jeux Si. où tu dois encore payer, sinon Ah. tu peux. Enfin non, tu vois, tous les mois, enfin tu vois, genre. Maintenant Ah. t'as le jeu entre guillemets. Ah non, je Tu sais dois pas. payer les abonnements internet à la limite, mais. Je sais pas s'il existe. Genre, si demain j'achète World of Warcraft, je sais pas si je dois À la payer limite, tu vois, l'abonnement. mais tu vois, mais Si. à part ça. Je dirais, tu sais, le Game Pass de Xbox par exemple, parce que tu dois, à la manière d'un Netflix, tu dois le payer tous les mois. Ouais, mais Et c'est. tu vois, ouais, mais il y a des jeux qui sont Ouais, dessus. c'est pour avoir le catalogue, oui, en même temps, oui, t'as raison. Et je sais pas si parce que j'ai plus de Xbox, mais je sais pas si l'abonnement en ligne payant en plus du Game Pass ou pas. Bah en tout cas dans le Game Pass, tu vois, il y a des jeux, crois par que c'est exemple payant, Call c'est of, ça, comme je- Microsoft a racheté Call of. Je suis quasi sûr que le nouveau Call of il est sorti. Si c'est pas le jour J, mais au moins une semaine après sur le Oui, Game Pass. Ce qui Ouais, fait que forcément. c'est ça. Donc si tu payes ton abonnement tous les mois, tu dis tiens je joue à Call of Duty, mais si t'avais pas l'abonnement,
peut-être que t'aurais pas acheté le nouveau 80. Ça, c'est quand même pas mal rentable. À part ça, comme tu dis, mais ça, c'est vraiment si tu joues beaucoup, t'aimes bien changer de jeu tout le temps, c'est rentable. T'es là, tu payes. Bon, moi, je suis sur la Play, donc on va dire que tu payes l'abonnement PlayStation, on va dire le plus. Ouais. Ça te coûte quand même un petit billet, c'est je crois 170 € pour l'année. Mais derrière, tu fais 3 jeux, t'es déjà rentable. C'est quand même moins rentable avec des jeux multi qu'avec des jeux solo, parce que le jeu multi, tu vas quand même passer un paquet d'heures. Si tu le divises à l'échelle de l'année, peut-être on aura fait 2, mais du coup, ça veut dire que les jeux multi, tu peux en faire moins, alors qu'un jeu solo avec ce genre d'abonnement, tu peux vraiment plus les enchaîner aussi. En plus, il y en a beaucoup. En tout cas, ça te donne un peu plus de choix. Ouais, Ouais, clairement. Je reviens juste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Les jeux, des fois, si tu joues juste 2 mois après, ça se descend. Ouais. Ça me fait penser à Helldivers, qui est sorti quand même récemment. Il y a eu plein de joueurs. Ils ont, genre tout le staff, je crois, ils sont partis en vacances en même temps. Ils n'ont pas fait de mise à jour. Ça a baissé de fou. Ah ouais. Ils se sont engagés à faire une mise à jour par jour pendant 30 jours. Ça a remonté. Ils ont rendu le jeu plus casu, ils ont augmenté des trucs qu'ils avaient un petit peu nerfés et tout. Du coup, ça devient plus facile et ça a repris plein de joueurs. Vu que maintenant les jeux vidéo c'est démocratisé, on en a vu, c'est que aussi en tant que consommateur tu restes quand même beaucoup plus exigeant. À l'époque t'avais un jeu avec des graphismes éclatés, tu rigoles un peu, putain c'est le meilleur jeu de l'année. Je trouve que ce qui compte vraiment c'est le côté rejouabilité, en tout cas pour le multijoueur. Ouais. Puis le côté gameplay aussi, tu sais, comme tu disais, le côté sensation. Fluidité, comment tu vas ressentir et tout. je trouve qu'un critère qui est de plus en plus utile, c'est le côté lien avec la communauté. À quel point est-ce que tu peux construire avec eux, partager tes créations, communiquer avec tes adversaires, avoir un classement, genre juste te situer et que ce soit pas juste toi dans ta bulle, tu fais ton truc et vas-y tu joues contre un joueur adverse. Mais en vrai, si c'était juste un bot, bon, tu le verrais moins à part dans son niveau pur. Je me souviens qu'un jeu, même si j'ai pas joué, mais Little Big Planet, à l'ancienne, il y a plus de 10 ans, en tout cas le premier, tu pouvais créer beaucoup de niveaux, les partager avec d'autres joueurs qui pouvaient rentrer dans ces niveaux-là et les explorer aussi. Et ça marquait de fou le côté multijoueur, mais pas vraiment, mais plus interaction entre les gens de la communauté. Comme Minecraft peut créer des cartes de fou, des environnements, puis tu peux aller explorer Disneyland Paris dans Minecraft, la Tour Eiffel. C'est pas vraiment multijoueur, mais ça reste quand même connecté par rapport à ça. Je pense que tu peux appeler ça multijoueur quand même. Ça reste quand même un truc qui est créé à plusieurs personnes. Tu t'interagis pas indirectement, mais. Tu vois, je suis pas d'accord parce que tout à l'heure, t'as dit que Lethal Company c'était pas multijoueur. Ouais. Là, tu te bats contre personne. Tu fais un truc en coopération, mais tu te bats contre personne. Du coup, selon tes critères de tout à l'heure, ça marcherait pas comme multi. D'aller explorer l'univers de Star Wars que monsieur il a fait sur cet exemple Minecraft. Sur le côté, je disais cet exemple sur le côté communauté, dans le sens où là j'ai moins en tête, mais sur des jeux full multijoueur, mais je trouve qu'il y a vraiment le côté gameplay, rejouabilité, genre qu'est-ce qui va te faire rester et vraiment à quel point est-ce que le jeu il va mettre des choses en face pour sa communauté. Par exemple, tu vois FIFA, je n'ai plus acheté FIFA depuis quelques années, mais je me souviens, ils avaient fait un truc où tu avais des équipes et le but c'était juste de jouer en Ultimate Team avec tes cartes, mais contre les bots. Et qu'en fait, pour te mettre en avant le fait de jouer contre les bots, donc c'est le mode normal, ils te donnaient des récompenses uniques, etc. Et les gens, ils en avaient un peu rien à foutre. Pour rehausser ça, par exemple, ils demandaient à des gens connus, que ce soit des streamers, mais moins, c'était plus des, je sais pas, par exemple à Zidane, de faire son 11. Genre Zidane, il leur donnait, moi dans mon 11, je mets Casillas au cage. Après, je mets ci, je mets ci, je mets ci. Et du coup, toi, tu pouvais jouer contre le bot, mais le bot, et tu choisis la difficulté, l'ordinateur qui joue avec l'équipe que Zidane il a choisi. Donc déjà là, il y avait ce côté-là un peu transversal avec ce côté communautaire où c'est pas juste basique. Non, c'est là où ils ont été forts, mais ça reste pas du multijoueur quand même. Non, pur et dur. Ça. Mais je me souviens aussi que sur Black Ops 2, sur ce gros côté avec la communauté, sur tes insignes et tes emblèmes, c'était des choses que tu pouvais customiser toi-même. Tu pouvais mettre les formes que tu voulais, les couleurs que tu voulais, même s'il y avait des dérives de fou, tu vois. Genre, les pires trucs que tu peux penser, auxquels tu peux penser, ils y étaient dedans. Tu vois. Ils ont été faits. Mais du coup, il y a ce côté-là aussi où vraiment, là, le lien avec la communauté, il était pas mal marqué pour garder ce côté-là aussi. Mais est-ce que vous trouvez qu'un mode multijoueur doit être vraiment inclus dans tous les jeux vidéo ? Non, parce qu'il y a des jeux qui sont pas compatibles déjà de base. Comme quoi ? Si t'as un jeu solo, tu le fais en multi, des fois ça perd sa saveur. Ce jeu est pas fait pour. Moi, je serais de l'avis contraire. Ah ouais ? Pour reprendre le tout premier truc que j'ai dit pour le social, si demain, Martin, tu me dis « Ah, vas-y, t'es chaud, on se fait un jeu en solo, on va prendre Elden Ring. » Imaginons, on peut déjà jouer à 2, mais imaginons on pourrait jouer à 3. Ce serait trop bien, tu vois. La difficulté, elle augmente parce que du coup, on est 3, il faut que ce soit plus dur. Mais pareil, comme on est à 3, c'est forcément ton pote, il va se faire éclater par le boss. Du coup, tu vas rigoler, tu vas te prendre un retour de karma, il va t'éclater. Tu sais, ça rajoute plus de fun
pour moi de le faire en multi. Elden Ring, le mode multijoueur, il est vraiment créé par la communauté, genre c'est un mode, c'est pas un truc officiel aussi, donc c'est vraiment les gens qui ont pris un jeu solo et qui se sont dit, bah nous on veut y jouer à plusieurs. Donc c'est même pas pour le coup l'entreprise qui impose cette chose-là. Mais alors ça dépend, parce que quand tu dis multijoueur, genre est-ce que si par exemple tu dis ok je vais jouer à ça en seul à map solo, mais je suis avec 3 de mes potes, tu vois, vous jouez à 4, c'est considéré comme du multi ou pas pour toi? Parce que là, si c'est comme ça, à la limite, tu peux le faire sur à peu près tous les jeux, où tu fais l'aventure du jeu, mais à plusieurs. Mais le problème, c'est que bah, t'as des jeux, s'ils ont juste une aventure, le multi contre d'autres joueurs, tu veux que ça soit quoi? Parce que tu dois créer un nouveau jeu presque. Oh oui, mais c'est pour ça que je pense dans la question de Martin, c'était vraiment multi, se battre contre 2 gens, mais juste faire un jeu à plusieurs. Ouais, si à la limite, ça tu peux le faire sur tous les jeux, ça peut être fun, tu vois, genre tu te fais une aventure solo, mais t'es avec 2 de tes potes, tu vois. Et vous faites l'aventure à 3, ça, si à la limite, ouais. Mais tu vois, j'ai l'exemple peut être en tête de GTA et Red Dead Redemption, comme on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais genre GTA à la base, c'est jamais de la vie multi. Et avec le 5, ils se sont dit, bon, on va essayer d'être dans l'air du temps, profiter de la map énorme et tout ça pour le faire. Au début, je me souviens, les gens, ils s'étaient pas du tout emballés. Tout le monde avait l'habitude de jouer solo. Tu fais tes bails, justement, t'es pas jugé par les autres. Si tu veux écraser des gens, si tu veux juste rouler, si tu veux juste tirer, enfin, faire n'importe quoi, tu vois. GTA, quoi, ouais. Genre, tu le fais tout seul. Et au début, je me souviens, les gens étaient pas trop à fond. Puis même, pour y avoir joué un peu, au début, genre, le truc, tu le sens vite. En mode, t'es là, tu te balades comme si t'es tout seul. Juste, tu rencontres quelqu'un, la personne te tue sans aucune raison. Ouais, puis c'est sur tout, les tu jeux vois. comme ça, Ouais, juste, tu fais des quêtes ou des Grosse missions ambiance. pour acheter une voiture parce qu'ils avaient un. Tu te la fais voler, plus. enfin. C'est ça, genre, t'achètes une voiture, t'achètes un appart, des armes. Dans Red Dead Redemption 2, c'était pareil. Est-ce que c'était si fun que ça? Au fur et à mesure, GTA, ça a été développé. Puis c'est surtout la communauté qui l'a vraiment pris à part en créant des circuits de voitures, des mini-jeux complètement fous. Mais en soi, le jeu, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'un multijoueur? Pour coller à l'époque, oui. Pour le jeu en tant que tel, moins. C'est bien que t'aies une diversité. Si tu veux des jeux solo, t'en as tellement. Si tu veux des jeux multi, t'en as tellement. Je pense qu'il faut pas non plus vouloir voir du multi partout. Maintenant, t'as un équivalent sur presque tous les jeux. Bah, les jeux vidéo, t'as pas non plus des idées qui peuvent être infinies. Tu peux avoir des graphismes qui sont infinis, vu que, ok, où tu vas être positionné ou quoi, mais t'aimes pas ce jeu de tir solo, t'en as 10 000 autres qui vont être à peu près similaires et en multi. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que t'as la diversité de base. Ouais, mais si ton jeu préféré, c'est un jeu solo, tu veux jouer avec ton pote, Et tu pourrais avoir juste l'option, tu vois. Ouais, mais alors Je suis obligé de la prendre. Ouais, mais alors je trouve ça dommage aussi, ça tu parles d'un autre problème. Tu veux tellement être créateur, mais c'est que des fois, bah, tu vois, genre à l'époque, bah, par exemple ce livre, j'aurais aimé notre fin, bah, genre les nouveaux jeux qui sont sortis aussi, c'est des œuvres d'art, tu vois, que ce soit sur les graphistes ou quoi. Bah moi ça me ferait chier, tu vois, je suis créateur et on me dit du jeu, et on me dit non, mais là ça aurait été mieux comme ça. Bah non, enfin c'est mon œuvre, c'est ma vie. Je pense qu'il faut aussi respecter ça. Et en tant que consommateur, maintenant on veut tout, et que ça soit sur le jeu vidéo ou quoi, alors que bah non, ça reste quand même une œuvre. Les Misérables de Victor Hugo, il y a personne qui va dire quand même là j'aurais fait différemment. Enfin, tu vois, c'est que ça reste quand même une œuvre. Un jeu vidéo maintenant ça peut être rapporté comme une œuvre, et je trouve que tu peux pas non plus dire ouais mais le mode multi, tu vois, j'aime bien. Puis les jeux comme Zelda, je sais que les derniers qui sont sortis sur la Switch, qui ont été vraiment des cartons populaires et critiques aussi, puisque les jeux étaient vraiment bien. Ouais. Là, il y a beaucoup de gens qui réclamaient « Oh, mais c'est nul, je peux pas y jouer avec mes potes. » Moi, pour le coup, en coopération, pas en multijoueur. C'est sûr que là où tu gagnes en déconne de jouer avec des potes, tu perds quand même en immersion de jeu, qui fait qu'une fois la surprise de la découverte passée, tu vas moins revenir dessus. Elden Ring, le jeu est incroyable aussi, mais c'est vrai que si de base ils mettent à fond le paquet sur le côté multijoueur, tu peux moins te prendre l'univers du jeu au complet, t'es tout seul. Si le jeu est angoissant, si te met dans une certaine ambiance, bah t'es vraiment coincé. Et regarde les jeux d'horreur vraiment plusieurs, laisse tomber, les quoi. jeux d'horreur vraiment multijoueurs, il y en a très peu qui arrivent vraiment à percer ou à être bons, parce que c'est dur de garder, tu sais, de mettre une atmosphère hyper pesante. C'est ça. Si tu peux dire pipi caca dans ton micro ou carrément insulter tes autres, ou alors juste faire des blagues ou ce genre de ça. choses. Ça peut être l'inverse, tu peux lui mettre la pression, ton pote. Tu peux. C'est toujours comment tu envisages la chose. C'est comment tu envisages la chose, mais c'est comme tu dis, si t'es dans une atmosphère très pesante, t'as un tes gars qui fait une pote, tu vas moins dans le truc, et tu imagines, t'es de la personne qui a créé le jeu. Tu regardes la vie extérieure et tu te dis, ok, donc là j'ai voulu créer ça, et en fait il se passe ça, tu sais, ça peut te faire chier aussi, il faut savoir respecter l'œuvre. Je pense qu'il faut avoir une variété, il faut pas vouloir imposer, enfin de toute façon c'est pas possible, mais du multijoueur partout. Il faut savoir respecter les choix aussi qui ont été faits des créateurs. Je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. Là on n'empêche pas l'autre. Tu peux faire une œuvre et la respecter en tant que telle, et elle peut être super bien. Juste implanter un mode multi pour ceux qui le veulent, et ils auront une expérience différente à ce moment-là. Et si c'est ça qu'ils aiment, à la fin, le but de ton jeu aussi, c'est de le vendre, tu vois. Si tu justement plus parce que tu as fait un mode multi qui va t'amener plus de gens,
et ben c'est bien aussi, mais ça reste une œuvre en tant que telle. Puis aussi, comme tu dis, qui ne peut ne pas être néfaste, c'est si la compagnie qui fait le jeu propose une version solo, une version multi, une version peut-être, enfin multi ou coop, ça laisse le choix. Surtout le fait de mobiliser une équipe pour travailler sur un mode multi ou coop, Aussi. surtout sur le côté équilibrage. Si tu reprends les mêmes mécaniques que le solo, tu vois comme GTA par exemple, tu fais une arme, en solo peut-être elle va être bien équilibrée, mais en multi peut-être ça va moins coller. Ça peut, si la boîte n'est pas énorme, avoir une contribution négative sur le solo, parce que le temps a été mis pour créer un mode multijoueur, alors que l'attention a pu être portée au détail. C'est compliqué parce que tu restes dans le truc, c'est que maintenant, tu prends un jeu vidéo, vraiment genre en lui-même, c'est en fait t'as tellement de ok donc là tu peux faire un mode zombie ou ok là t'as le mode ça, tu vois, genre c'est que maintenant si tu veux créer un jeu vidéo et être juste axé, tu vois, par exemple je suis en multijoueur et je fais que ça, bah maintenant déjà ça existe même plus trop, parce qu'à chaque fois sur tous les jeux vidéo t'as des sous-catégories, des sous-trucs, tu vois, genre que ça soit Fortnite, tu vois, ok là t'as pas de construction, là t'as des constructions, là t'as le build fight, enfin tu vois, pareil c'est comme tu disais par exemple sur GTA, mais t'es solo, t'as une arme cheat, tu tues des robots, tu t'en fiches, tu vois, sur le principe. Si tu fais ça, tu vois, ça met une autre game dans le jeu aussi, et ça demande du développement. Si tu veux implanter du multijoueur, t'as quand même une autre approche. Par exemple, ok, t'as créé ton jeu solo, et maintenant t'as presque un deuxième jeu à créer en le faisant multi, même que ça soit en coopératif. Ok, donc par exemple, si lui il a cet objet, ça veut dire que lui il peut pas l'avoir. Enfin, ça te fait du codage, mine de rien. C'est sûr que c'est un défi, mais après ça dépend ce que tu veux. Encore une fois, on a dit il n'y a pas de bon ou de mauvaise. Si tu veux donner une dimension multijoueur ou coopérative à ton jeu, bah tu vas mettre les efforts. C'est sûr. En plus, puis tu auras plus de ventes potentiellement. C'est vraiment par définition genre dans l'actualité du moment. Genre, Ouais, en ça gros, reste. tu joues pas à un jeu multi d'il y a 20 ans. Ouais, c'est non. très rare ceux qui sont encore là il y a 20 ans et qui ont encore des joueurs aujourd'hui. Surtout qu'il y a de plus en plus de jeux, mi-solo, mi-multi. Bah, au fur et à mesure des années, ils commencent par fermer les serveurs de leur jeu multi. Mais du coup, le jeu solo, c'est toujours le disque. Tu peux toujours y jouer. La partie solo, est-ce qu'elle est vraiment bien ou pas? Ça, après, ça dépend des parties. Mais est-ce que vous trouvez que le fait de se heurter au comportement bon et surtout mauvais en multi, ça a un si grand impact sur l'expérience ou juste le dégoût que tu peux avoir de genre gagner à tout prix? Bah, c'est sûr que tu lances ta partie de Valorant ou League of Legends. Enfin, on va dire Valorant parce que tu peux parler avec le micro. T'entends les deux gars qui sont avec toi ou les trois qui s'insultent. Ouais. Bon, ça te donne pas envie de jouer plus que ça, quoi. Tu dis allez next, j'en peux plus d'être là. Tu peux aimer le jeu parce qu'il est trop bien, il te plaît et tout. Mais derrière, si la communauté est un peu toxique, merci quoi, mais c'est chiant. Non, la communauté fait le jeu maintenant. T'adores le jeu, mais que tu passes pas un bon moment vocal ou quoi, laisse tomber le jeu, tu l'aimes plus quoi. Dès que, généralement, je sais, dès que t'es une meuf, tout ton Aussi. micro, tu dis un mot. Après, il y a tellement d'ados de 10-12 ans qui sont en train de muer. Des fois, tu sais pas trop si c'est une fille ou un gars. Mais au global, dès que les gens identifient que c'est une fille, souvent ils font chier aussi pour Ça, rien. ouais, Et non, sans mais- forcément parler directement de la personne, mais c'est juste sur le comportement, à être plus intransigeant justement envers la personne. Multijoueur a créé beaucoup de cyberharcèlement aussi, on avait eu des vagues. Tu vois l'évolution que le jeu vidéo a eu en général, mais tu vas encore taper des games, enfin avec des gens, tu sais, en lambda, où tu vois des fois le niveau, le comportement, enfin ou quoi, ça reste quand même chaud. C'est vrai que pour du multijoueur là-dessus, ça a évolué quand même énormément, mais tu restes quand même avec des mentalités qui sont dures quand même. C'est aussi ce que tu recherches. Bien sûr. Moi, demain, je fais une partie, il y a une meuf avec moi, ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Il n'y a plus d'âge maintenant, c'est plus genre t'as 30 ans, tu joues plus aux jeux vidéo, c'est fini. Juste, tu t'as envie de jouer aux jeux vidéo, Ah, t'as c'est- 50 mais ans, ouais. bah joue aux jeux vidéo. On va parler après de la place de l'alcool dans nos vies, mais est-ce que vous trouvez que les jeux multijoueurs peuvent être affiliés à de l'addiction? Peut-être pas aussi dangereux, aussi premier degré que l'alcool sur notre corps. Oui. Pour FIFA, par exemple, ouvrir des packs, c'est du casino. Hein. Ouais. Ça peut être une addiction. Ah, je vais ouvrir 10 packs parce que mon streamer préféré, il y a eu Ronaldinho Prime, moi je le veux aussi. Et addiction aussi pour, mettons League of Legends, tu dis, moi je veux absolument être diamant. Tant que je suis pas diamant, j'arrête pas de jouer. Voilà. Du coup, Là, tu tu- là, t'enfonces ça prend du petit à temps. petit dans ce Et truc-là. plus tu t'enfonces, plus t'investis, plus c'est le moral qui prend, puis tu commences à perdre à cause de tes mates, tu les insultes, Ouais. tu deviens vulgaire, ton comportement change dans la vraie vie, tu dors moins bonne hygiène de vie. Bon, c'est un peu extrême, mais Non, ça existe, je pense que ça hein, existe. Je pense que je ça suis existe. d'accord. Ouais. Ouais, c'est surtout le cap, je pense, où en fait, tu arrives à un point où tu te dis, je veux plus revenir en arrière, puis que tu commences à t'enfoncer dans ce truc-là. Je fais une petite anecdote. Si jamais on est en joueur à LoL avec un pote, si jamais il écoute ces podcasts, c'est pour toi. On avait joué quelques heures quand même. Moi j'étais déjà ici, c'était pendant la pandémie, il devait être peut-être genre 5h du matin, un truc comme ça, ou 4h. Donc Ok. en France, lui, il était genre 6 heures de plus. C'était la partie de trop. On l'a perdu. Et dans le chat à la fin, il a insulté toute la famille d'une des personnes. Bah, voilà. Il s'est fait bannir genre une semaine. Et tu vois, ça lui a fait du bien. Il m'a dit, ah, j'ai vraiment abusé sur le coup. Et
j'arrête, tu vois, genre, je me déconnecte, j'enlève le sentimental du jeu. Non, mais y a quand même... Et on a arrêté de jouer après ça d'ailleurs, parce que c'était trop. Non, mais tu vois, ça peut vraiment impacter des personnes. Et c'est que maintenant, tu peux avoir une vraie addiction juste au fait d'acheter dans le jeu. Et après, t'as pas de truc physique, vu que ça te procure une émotion, mais tu vois, c'est pas comme l'alcool, les drogues en général ou quoi, où ça va te procurer quelque chose C'est de plus concret. cérébral, ouais. Voilà, ça va être psychique. C'est quand même beaucoup d'investissement, tu vois, si t'as une vie à côté. Et c'est sûr que t'investis du temps, tu investis de l'argent, oui, ça devient une addiction. Surtout, en plus, t'as le côté facile, c'est tu peux dire, ok, c'est mon moment, tu t'enfermes, entre guillemets, face à un PC, même si t'es avec des gens, c'est mon moment et tu t'enfiles une bouteille de rouge devant la télé. Non, mais tu vois, c'est comme si tu passais 4 heures, moment. ok, t'as pas le côté de la substance ou quoi, mais ça reste ton moment, tu vois. Donc ouais, tu peux créer, je pense, un vrai truc d'addiction et rentrer dans une spirale où même tu peux pas t'en passer. Le pire, c'est les jeux gacha. Par exemple, Pokémon qui est sorti il y a 2 semaines et demie, il te donne l'opportunité d'ouvrir 2 packs par jour. Ouais. Et c'est le temps qui fait que tu peux ouvrir un paquet. Et si tu veux gagner du temps, tu dois donner de l'argent. Il y a aussi des jeux comme Honkai Star Rail ou Genshin Impact qui sont les premiers, les leaders. Ils font des millions et des millions chaque année. Tu payes pour avoir un personnage. Parce qu'en gros, tu dois accumuler des ressources qui te prennent un temps fou. Et du coup, tu tires à la loterie et t'es pas sûr de l'avoir, ton personnage. Et tout, c'est toujours plus. Et ça génère des millions chaque année. Te prendre ton temps et ton énergie. Justement, le jeu, après, tu joues littéralement ta vie. Parce que tu parlais des packs, des microtransactions, mais si tu mets de l'argent dedans, l'argent, c'est quelque chose que, en tout cas sur le papier, ça, si t'as fait des choses illégales, mais t'es censé l'avoir gagné, avoir travaillé pour ça, ce qui fait que du coup, tu donnes cet argent-là, mais cet argent, il fait partie de ta vie aussi. Donc après, c'est comme si tu avais ce côté, j'ai fait un investissement, je peux pas arrêter non plus. Tu peux pas juste mettre 2000 ou 500 ou même 100 dans un truc. Et même si après, plus tu descends, plus c'est facile. Mais te dire, vas-y, j'arrête. Une fois que tu as mis 5000 dans un jeu, ce qui est énorme, les gens vont vraiment dire, j'ai mis ça. Puis 2 semaines après, vas-y, je le laisse parce que ça me chauffe moins. Comme si tu peux après plus te sentir une culpabilité de genre, j'ai investi, maintenant, faut que j'aille loin. Ça reste quand même une addiction, tu vois. Ah oui, totalement. C'est comme si tu lances un projet, au final, ça reste quand même un truc où tu peux te passer à la base. Ok, c'est ton argent, tu décides d'investir dessus. Chacun gère son argent comme il veut. Il y en a, ça va être les fringues, il y en a d'autres, ça va être, ils se lancent des collections, d'autres les jeux vidéo. C'est sûr que tu vas pas arrêter du jour au lendemain. T'es conscient que tu vas dépenser beaucoup d'argent, mais en même temps, t'as économisé tu travailles pour. C'est sûr que tu vas pas lâcher le jeu au bout de 2 semaines. Qui crée justement l'addiction, parce que du coup, t'as le truc de ok, j'ai investi, donc faut que je rentabilise. Et du coup, tu travailles encore plus. Et en plus, justement, si t'es dégoûté ou si t'as plus envie de jouer, tu te diras, mais j'ai investi 2000 balles, tu vois, donc il faut que je me la donne encore, tu vois. Donc tu restes dans un cercle vicieux. C'est même pas en plus reconnu comme une maladie. Ok, tu joues beaucoup aux jeux vidéo, mais ça s'arrête là, tu vois. L'addiction est quand même dure à déceler. Il faut être conscient qu'on peut être addict à autre chose que de l'alcool ou de la drogue, quoi. Oui, oui. Abonne-toi à Vie de Personne pour ne surtout pas louper un épisode en activant la cloche sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Et dis-nous quels seront tes jeux multi de référence. Nous, on a donné les nôtres, on a hâte d'écouter les tiens. Donc c'est ça, maintenant on peut commencer la place de l'alcool dans nos vies. J'avais noté un petit truc juste pour commencer, mais à quel point est-ce que vous estimeriez la place de l'alcool dans votre vie quotidienne? J'ai bu un verre hier. Mais j'ai pas d'affection particulière pour l'alcool, je veux dire. Si on fait une soirée, c'est ok si je bois des softs. Et je suis pas addict particulièrement. Genre quand je suis à la maison, je bois jamais d'alcool. J'en ai toujours. Parce que quand on a des invités, je veux qu'ils soient capables d'avoir ce qu'ils veulent. Donc j'ai une 10-15 de bouteilles différentes. Ah, quand même. Ouais, parce que quand je reçois quelqu'un, je veux qu'il soit bien chez moi, donc je veux lui offrir ce qu'il veut. À moins qu'il me sorte une dinguerie. Mais dans les alcools, on va dire de base, j'en ai quand même quelques-uns pour l'hospitalité. Et juste quand on sort, effectivement, hier, on allait faire un petit 5 à 7 avec les copains. Mais j'ai pris juste un verre, tu vois. Ça me suffit très très bien. J'avais eu un débat avec un ami, il me disait, mais est-ce que t'aimes vraiment l'alcool? Du coup, je dis oui. Parce que je trouve que le goût de certains est bon, pas tous, on peut pas tout aimer, mais certains, genre je pense pas Amaretto par exemple, ça à l'amande, c'est super bon. Pas obligé d'en boire le litre entier, mais un petit comme ça, un Amaretto sur glace ou sour en cocktail, c'est très très bon. En même temps, c'est le même point que j'ai dit tout à l'heure pour les jeux vidéo, mais c'est le social quoi. Je bois pas pour m'intégrer dans un groupe, mais quand je suis dans un groupe, prendre un petit verre, c'est sympa. Ouais, non, c'est sûr. ok, non, c'est ça. Boire des softs, moi j'en bois très rarement. Sans me mettre une race, tu vois, mais par exemple, on sort, tu vois, je vais être là, ok, je vais prendre une bière. C'est vrai que j'ai quand même le truc de, pour moi, une sortie égale alcool. Après, pas forcément, tu vois, on va se faire un mini-golf, je vais pas me prendre une bière, tu vois, en plein. Non, mais tu vois, moi je suis pas comme ça. Mais où tu vois, on est en pleine après, mais tu vois, genre, je sais que si on va au bar,
je vais pas me prendre un soft. Je prendrais sans forcément boire 4-5 verres, hein. Ça peut être juste, tu bois un demi, t'as passé un bon moment, c'est tout. Moi j'ai pas d'alcool chez moi par contre. Ok. Parce que sauf quand je fais des soirées ou quoi, ou sauf quand je sais que j'invite quelqu'un, mais à la limite ça dépend pourquoi. Après moi c'est différent, tu vois, moi je suis fumeur. Ok. Donc moi j'ai plus de la weed chez moi, tu vois, où je vais proposer ça et où je suis moins avec l'alcool là-dessus. J'ai été consommateur, comme vous je pense, mais dans vos années étudiantes. Je sais pas vous Consommateur d'ailleurs. d'alcool? Ouais, moi un étudiant, tu compares ma conso d'alcool avant que maintenant. Maintenant je suis même pas une fois par semaine. Avant étudiant t'es 2-3 fois par semaine quoi. Après à ton Je sais âge pas, j'étais vous. encore étudiant. Ouais voilà, moi aussi c'est ça, moi j'ai 21 ans, moi ça fait un an que j'ai fini les études. On va dire pour la cuisine, j'ai fait le max études que j'ai en bac plus dans cuisine. Tu peux rajouter des mentions, mais sinon j'ai le max. Donc oui, c'est sûr, t'as déjà la différence. Mais un an actuellement, pas gros consommateur. Mon dernier verre, ça doit être la semaine dernière. Enfin, tu vois, sur une soirée ou quoi. Mais ça reste une sortie égale boire. Sinon, chez moi, jamais seul. Si peut-être dans ma vie, j'ai dû boire genre une petite bière l'après-midi devant un live ou devant un film. Ça s'arrête là quand je suis en repos. Donc en fait, tu maîtrises toi-même quand tu achètes l'alcool, comme tu disais que tu n'en as pas chez toi. C'est toi qui maîtrises, tiens, là, j'en achète parce qu'il y a telle personne. Ou là, je suis en extérieur, dans ce contexte-là, je le fais. Plus que de dire, j'ai autant. Puis un jour, si t'as une tentation, là je vais me faire une bouteille quoi. Après, c'est toi qui maîtrises vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire. Après, je sais si j'étais comme toi, tu vois, je sais que t'as tes bouteilles chez toi, c'est pas pour autant que tu vas être tenté de les taper tout seul, tu vois. Non, moi je sais. Non mais il y en a, tu vois, ils achètent pas parce qu'ils savent qu'ils pourraient les taper. Même moi, si je les achète, je sais qu'elles seront à la maison. Enfin, tu vois, je les ai, y a pas de souci. En tant que Français, t'as aussi de l'alcool, c'est pas comme t'as dit l'hospitalité, mais c'est vraiment la culture aussi. Tu reçois des gens avec de l'alcool. Moi, j'ai pas encore ce truc, t'as pas besoin d'alcool pour passer un bon moment, même si c'est sûr, au bar, pareil, t'as le côté où tu partages un truc et un petit verre tous ensemble, si vous êtes 2, 3, une dizaine ou quoi, c'est toujours agréable et indirectement, tu t'adaptes socialement aussi. C'est très correct de prendre un soft. Ouais, pour bien sûr. Pour prendre l'exemple d'hier, il y avait une fille qui était là, elle boit pas parce que juste elle aime pas beaucoup d'alcool. Puis elle a pris un coca et ça n'a rien changé, tu vois. Ah non, bien sûr, t'as pas. Après, il y en a, ils sont dans le jugement. T'as des potes aussi qui sont là, tu sors et tu bois pas, enfin t'es chelou. Non, non, mais tu vois, moi je fais pas partie de cette team, mais moi je comprends les gens qui boivent pas, tu vois, y a pas de souci. Juste j'aime pas et je reste moi-même et puis c'est ça. Ouais, puis comme tu dis, il y a le côté goût, des fois il y a le côté intolérance aussi, c'est même juste physique, des gens qui, sans parler de gueule de bois ou quoi, mais juste le côté genre, je bois un truc puis tout de suite je le digère pas, que ce soit la bière, le vin, même des trucs plus forts. Puis il y a le côté aussi préférence, genre moi j'ai pas envie de boire pour telle ou telle raison. Anecdote derrière ça, je me dis, j'ai vomi il y a 3 semaines. Mais tu vois, non, mais c'est pour revenir sur ton truc de la soirée, j'avais bu quoi, tu vois, genre, c'était une soirée longue en plus, genre, on a commencé à 18h, on a fini à 2h, j'ai bu en tout, genre, 5 verres. Il n'y a pas eu de blackout, de moment où j'ai fait des dingueries ou quoi, mais le lendemain, mal au bide et pas digéré. Donc l'alcool, non, ça représente un vrai truc où que ça soit goût ou digéré et même l'assimiler, j'assimile moins l'alcool qu'avant. Dans ce sens, moi ça me va, parce que bon, au final, t'en as pas forcément besoin. Pas besoin, hein. Après, c'est sûr qu'en vieillissant, t'assimiles de moins en moins aussi. Pas sûr. Ça dépend. Ça dépend, je pense, de... Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas assimiler, c'est du coup je pense aussi, mais après, tu sais, comme c'est pas naturellement bon pour toi, donc c'est sûr qu'après, ton corps, il peut un peu plus s'adapter par rapport à ça. Après, il y a toujours la légende qui dit un verre de vin rouge par jour et tu seras centenaire, hein. Non, mais il y a ce truc. Mais c'est un peu une fausse légende, ça. Oui, non, c'est une légende. Quand tu crois et tu crois pas. Non, mais tu vois, tu regardes les reportages de l'INA. C'est genre des années 80 ou quoi, tu vois, genre l'alcool qui est à la place. On a cette anecdote, mais se dire qu'avant, il y avait du vin quand même dans les écoles primaires. Non mais tiens, ça montre la mentalité déjà. Non mais t'imagines. Là on est bien et puis non mais tu vois genre des gens de 90 ans qui après chaque repas boivent un petit shot de gnôle pour faire passer le tout et qui sont en pleine forme. Je pense que l'alcool n'est pas non plus mauvais en soi, mais en fait c'est comme tout dans la vie, tu vois, ça reste une balance. C'est comme la cigarette, il y a des gens qui peuvent fumer tous les jours puis bien s'en sortir, comme des gens qui peuvent fumer et mourir hyper jeunes. Mais ça provoque quand même aussi de plus en plus de cancers et de maladies, même si c'est un gros facteur. Mais c'est aussi couplé avec le reste, c'est ça, je vois ce que tu veux dire, c'est que tu sais, si tu manges correctement et que tu as un rythme de vie assez sain, c'est sûr que tu peux avoir de la chance avec l'alcool comme tu peux ne pas en avoir. Mais si tu couples ça plus au fait que tu as un rythme de vie hyper sédentaire, tu manges pas très bien, de la friture ou ce genre, ou même beaucoup de sucre, du gras, après c'est sûr que plus tu accumules les choses, plus ça te fait un pourcentage de choses néfastes qui peuvent t'arriver pour ta santé. Ça c'est sûr que tu te mets pas toutes les chances auprès de toi. Il y a aussi, je trouve, l'accessibilité de l'alcool qui joue beaucoup. Je suis rentré en France cet été, dans toutes les terrasses auxquelles tu vas, déjà il y en a beaucoup, et dans toutes les terrasses tout resto que tu vas, c'est une bière, c'est 5,50 €. Moi je viens du nord de la France, donc c'est des très bonnes bières. 5,50 € c'est pas grand chose.
Non. La gestion de l'happy hour aussi. Non, mais tu vois, juste d'avoir créé un moment où c'est moins cher. Sachant qu'on avait interdit aussi, en tout cas en France, depuis, je saurais plus dire quand, mais les open bars. Tu vas dans un bar, la bière c'est 10 $, plus taxes, plus tips, ton cocktail 15, 16, 17, 18. J'ai un tips pour vous. Les Long Island, c'est pas si cher. Et je sais pas si vous connaissez. Oui. Bon, c'est pas un cocktail, c'est genre 5 alcools différents. C'est pas un cocktail. Avec du coca et du citron pour faire passer le tout. Le citron pour l'alcool, ça c'est vrai que du coup ça devient rentable, tu prends 5 alcools au prix de 1. C'est $12 le cocktail. Mais bon, faut que ce soit bon. Hein. Ouais. Toi, tu nous as pas parlé du coup, c'est quoi ta consommation d'alcool un peu? Je dirais pareil, assez occasionnel en vrai. Genre la dernière fois que j'ai pris un verre, en vrai, je me sens. C'était quoi, 2-3 semaines? Peut-être quand on s'était vu la dernière fois, mais j'ai l'impression que c'est ça. Mais je sais même plus si on avait ouvert une bière. On avait pris un Baileys. Ah oui, un Baileys, ouais. Ouais, mais donc c'est ça, donc c'était quand même assez tranquille quoi. C'est une liqueur. Ouais, c'est ça. Faut pas mettre de trucs de bois de l'alcool tranquille ou quoi. Pour moi, tu bois en fait. Non, quand je voulais dire tranquille, c'était le côté quantité. Oui, non, c'est sûr. Dans le sens, tu t'es pas mis une giga bouteille. Non, dans le sens, c'était que un verre d'une liqueur quand même méga sucrée. Ah ouais. Et forcément. C'est ça. Après, le fait de voir des potes, en vrai, tu vois, il n'y a pas forcément d'alcool systématiquement. Surtout quand c'est à l'intérieur, genre, enfin, je veux dire dans un cercle privé, pas comme tu disais, bar, resto. Bah, du coup, tu peux te dire, ouais, l'alcool est moins cher parce que tu peux acheter tes bières, tu peux acheter tes bouteilles. Moi aussi, j'ai une petite réserve, tu vois. Mais en soi, le fait d'en avoir une, c'est même pas du coup systématiquement que tu vas en ouvrir, en fait. Ça fait presque l'effet inverse où des fois en bar, tu dis, bah, j'ai fait la démarche, je suis dans ce lieu-là, bar ou restaurant. C'est ça, du coup, juste pour voir la personne, même si tu manges, tu vas forcément plus pouvoir être tenté par prendre un truc alcoolisé. Surtout que moi, les softs, là-dessus, je suis assez de l'école genre qui tout double. Genre, soit je prends un truc alcoolisé, c'est-à-dire un verre de vin, une bière ou un cocktail, ou sinon je vais prendre de l'eau. Le côté soft, je comprends qu'il y a des gens qui trouvent leur bonheur, chacun choisit ses options, mais moi, le côté juste prendre un truc sucré, bah ça me fait pas juste kiffer. Je préfère prendre de l'eau, en fait. Tu prends les soft soda, goûte les mocktails. Cocktail sans alcool, moi j'ai pris ça des fois au resto, t'as des dingueries, tu vois. C'est sûr, après ça te fait chier parce que t'es là, bon, j'ai payé $9 pour un truc sans alcool où théoriquement c'est juste des jus ou quoi, mais ça reste très intéressant. Et ça reste de la mixologie, donc et c'est ça la limite, c'est une bonne alternative. Ça se démocratise de plus en plus là-dessus. Et est-ce que vous, du coup, vous êtes satisfait avec votre consommation actuelle ou est-ce que vous souhaiteriez changer ça à la hausse, à la baisse? À la hausse, je veux boire plus. Donnez-moi de l'alcool. On juge pas, Je me suis jamais posé la question, je me suis jamais dit, je dois faire moi sans alcool parce que j'ai trop abusé. Je pense de base, je suis quand même une personne assez raisonnée. Je vais rarement faire des excès. J'ai pris un verre hier, mais je pense que la dernière fois c'était quand on était ensemble, donc ça fait au moins un mois, je pense. Ma consommation est très contrôlée. Pas parce que je vais tomber dedans si je bois trop, hein. Juste, c'est comme ça. Genre, j'invite des amis à la maison, je leur propose. S'ils veulent un truc, ok, je vais en prendre avec eux, sinon on boira du soft. C'est très bien comme ça. Donc non, je changerai pas forcément ma consommation. Je trouve que c'est bien comme ça. Je sais que des fois j'ai été dans un restaurant pour une soirée de Noël, puis je suis allé avec une collègue parce que on avait essayé de faire avec le mixologue du resto genre un cocktail personnalisé et du coup on voulait goûter si ça pouvait coller, que ce soit pas juste beau. Je sais pas, c'était peut-être 15-16 heures. Et puis du coup on goûtait le cocktail, mais est-ce que c'est vraiment, genre oui factuellement c'est boire de l'alcool, mais on n'y est pas allé en mode on veut boire pour boire. Ouais, parce que toi tu organises des événements pour des gens, donc tu dois tester en amont ce que tu vas proposer. Ça peut arriver, ouais, c'est ça. C'est ce que tu proposes. Moi dans mon travail, oublie ça. Anecdote. Vous voulez rire? Anecdote. Encore une deuxième anecdote. Non, mais moi c'est au travail, mais là c'est là où tu te rends compte, c'est que j'avais bossé sur Notre-Dame, c'était un steakhouse, donc franchement ça a bossé bien, tu vois et tout. Là du coup pendant le service, genre j'avais fait un double chiffre, genre j'avais fait une journée de bâtard, genre de 9h à minuit j'avais fini. On avait petit coup de mou et tout, et vraiment le patron est venu avec des shots. On était en plein service. Je me retrouvais du coup à 20h prendre un shoot de tequila et après envoyer des trucs, enfin tu vois, et continuer le taf. T'as le boire et t'as le goûter aussi. Mais par exemple, quand tu bois un verre, par exemple, tu vas te prendre, je sais pas, un rhum coca. Tu sais que c'est un rhum coca. Là, c'est pour boire. Oui. Mais toi, tu vas goûter avec un mixologue. Tu vas goûter un champagne et un vin, ou même les rhums arrangés, tu vois. Mais ça peut être très intéressant où t'as le truc aussi de t'as boire pour pas boire et avoir les effets aussi, mais t'as boire aussi pour ok, je veux découvrir un truc via mon entreprise, mais parce que on me propose aussi et que ça reste quand même un métier à part entière qui est très beau. Barman, tu peux faire des vrais trucs ou quoi. Et c'est vrai que goûter une création, c'est différent de ah ok, je bois de l'alcool. C'est comme le cuisinier qui cuisine et qui goûte de temps en temps ses sauces et tout. C'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. Tu verrais là quand tu fais ton bonheur, ouais, ça c'est pas un mythe. C'est la même chose. Mais sinon, nous depuis tout à l'heure on parle de cocktail et tout, mais le vin, il y en a pour qui le vin c'est
carrément une passion parce qu'ils n'ont pas les graves développés avec ça et eux, leur plaisir c'est d'aller goûter les vins. Alors si tu fais la vraie expérience de goûter, tu dois le recracher. Bon, on s'entend que si on fait ça, peut-être pas le faire nous, mais eux, ça dépasse juste boire de l'alcool, tu vois, c'est parce qu'ils recherchent des saveurs à travers une bouteille de vin, que ce soit des années récentes ou des millésimes d'antan. Genre c'est aussi un autre niveau, je pense, de consommation d'alcool pour ces personnes qui sont adeptes du vin. En fait, l'alcool, le problème, c'est que c'est trop large. Faut que tu t'orientes sur un truc ou quoi, parce que t'as ce genre de personnes, moi j'en ai fait de l'œnologie avec l'école du coup, et genre tu tapes 10 vins d'affilée à goûter, tu craches. Mais moi je me souviens, j'ai mon ex-copine, tu vois, c'était vraiment, bon, il est 9h du matin, on est au Pinard quoi. Non mais tu vois, et c'était chaque semaine. Pour l'école? Oui, pour l'école. Mais tu vois, tu recraches et tout, mais ça fait partie du truc, tu vois, parce que tu dois vendre, hein, tu sais, en tant que serveur, tu dois vendre un vin avec, parce que, je vous apprends peut-être un truc, mais par exemple, c'est la nourriture, c'est pas ça qui rapporte le plus. En fait, quand tu vas dans le gastronomique ou quoi, en fait, le coût des produits est tellement cher, ton plat, il va te coûter un certain prix, tu le revends x3, x4 souvent. En entreprise de luxe, c'est souvent x2, voire moins. Donc en fait, l'alcool prend vraiment une part où tu as besoin de ça. Et donc tu rentres dans un truc où tu dégustes une œuvre d'art aussi. Tu as le truc de consommer de l'alcool. En fait, la consommation générale, je pense que c'est l'excès qui... Parce que même si tu bois que de la qualité, tu vois, chaque repas, c'est... Ok, tu bois une bonne bouteille, mais tu as une bouteille le midi, une bouteille le soir, tu as une consommation problématique. Même si tu bois un truc quand même de globalité qui reste propre, tu as le problème quand même de consommation. Mais la manière de consommer, elle est aussi propre à chacun. Il y a des gens qui, du moment que c'est modéré, hein, ça c'est sûr, on est tous libres de nos choix. Est-ce que vous diabolisiez l'alcool avant d'arriver à un âge où vous aviez plus la main mise sur votre consommation, ou est-ce que ça s'est fait genre petit à petit? Non, moi, quand tu fais les repas de famille, et on ouvre des bouteilles de champagne, tu fais les anniversaires, on ouvre des bouteilles de droite à gauche, les oncles ils boivent du Ricard, les tantes elles boivent du Malibu, des trucs comme ça. Donc j'ai grandi avec la famille qui... Alors attention, c'était pour les événements, hein, je dis pas que c'est des alcooliques, mais quand j'ai grandi, je voyais qu'ils buvaient un verre d'alcool, c'était social, convivial. J'ai jamais diabolisé ça parce que aussi ma mère m'a éduqué en sorte que tu peux boire mais attention, tu vois, parce que c'est pas bon pour ta santé, ça peut te causer des maladies à long terme, des addictions, donc oui vas-y, mais attention quand même. Parce que vous avez bu de l'alcool, on va dire pas une consommation régulière, mais tu vois, mais les premières fois où t'as vraiment goûté de l'alcool, tu dirais quel âge? Mais j'étais en 3e. Ah tu vois. Et toi? Pas en vraie consommation, enfin si en vraie consommation, tu vois, où t'étais soit avec ta famille ou tes potes, mais c'était, ok là par exemple, j'ai ma bière, même si t'en buvais qu'une, mais t'avais ton truc. Peut-être lycée, genre, mais je sais plus, c'était plus début ou plus fin. Bon, tu vois, par exemple, c'était assez tard, c'est que, si mes premières cuites aussi, mais mes premières même verres, parce que moi, ma famille, elle est pas très alcool. Du côté de ma mère, pas du tout, du côté de mon père, un peu plus. Et moi, mes premiers verres, j'ai bu à 17-18 ans. Mais c'est bien. Ouais, non, bah après, il n'y a pas de règle. Non, mais il n'y a pas de règle ou quoi, il n'y a pas de règle quoi. Tu sais, genre au début, moi c'était en BTS, et souvent tu dis, oh, au lycée, tu fais des soirées, les gens se mettent minables. J'avais des potes qui le faisaient, mais j'étais pas trop dans ce cercle, en tout cas là. Après, genre, du coup, je buvais jamais, ce qui était pas grave, tu vois. Après, en BTS, juste des fois, tu disais, bah tiens, on va juste au bar, parce qu'en plus, quand on était en alternance, genre, on se voyait que 2 jours et demi par semaine, donc c'était vraiment une fois tous les X mois. Et genre, au début, tu commences, tu prends des Monaco, parce que t'es content, c'est sucré. Après, un jour, tu passes. Ouais, c'est ça. Ah, putain, ça c'est compliqué. Après, tu sais, tu prends une bière ci, tu prends une bière ça, puis tu sais, au fur et à mesure, t'affines aussi. Au moins, genre, c'était quand même tard, tu vois, genre, aussi. Ouais. Mais ça aussi, c'est fou, c'est que quand je reviens sur quand tu disais que t'avais des personnes qui n'aimaient pas l'alcool aussi, mais c'est vrai que je pense indirectement, je me le rends compte, tu vois, mais c'est que tu te forces. Moi, je me souviens, la bière au départ, c'est pas si ouf. Maintenant, je l'apprécie, tu vois. Pas bon. Bah, si, bon. Moi, maintenant, j'aime. Non, mais au début. Oui, c'est comme le Ricard. Le Ricard, vraiment, plus t'en bois, plus t'aimes. Vous aimez le Ricard? Ça va. Pas trop. Tu vois, c'est soit t'es fan, soit tu détestes. Mais moi, pareil, si je peux en boire, c'est pas mon alcool favori. Mais c'est le genre de truc, c'est qu'aussi, bah, tu t'habitues. Ouais. Bah, c'est comme le café, au début, c'est trop amer et au bout d'un moment, j'en bois pas. Mais tu vois, le vin, comme on le disait, c'est le parfait exemple aussi. En plus, en France, c'est une place culturelle de fou, avec l'alcool et les vignobles qui sont quand même mis en avant. La consommation, qui est le fait de bien boire, c'est quand même culturel et qui fait partie du patrimoine et du quotidien des gens aussi. Tu disais qu'à l'époque, il y avait le vin dans les cantines de primaire. Genre, tu sais, même en soi, je sais que souvent, quand il y a des choses avec des politiciens, il y a toujours de l'alcool, alors que tu pourrais dire que c'est des gens en Europe, c'est l'Europe en général. C'est ça, mais je veux dire, c'est des gens en fonction, mais pourtant, dès qu'il y a un repas, entre guillemets, officiel, il y a toujours de l'alcool, alors qu'ils sont quand même en fonction. Donc et c'est pas dans le sens non plus où chaque individu est un alcoolique notoire. C'est plus, comme je te disais, le côté bien manger, et ça passe aussi et surtout avec la boisson. J'étais au restaurant hier, et sur la carte, c'est Montréal à table en ce moment. Sur tous les restos qu'on fait, ils proposent toujours l'accord. Mais les vins.
Là, c'était en 4 services. C'est 4 vins différents, un pour chaque service, parce que les arômes que tu vas retrouver dans ta boisson, le vin entre autres, vont bien se marier avec ce que tu manges, différentes étapes du repas. À l'ancienne, l'image de la France, c'est peu importe, un gars ou une dame, un béret, une baguette, une bouteille de vin dans la main, quoi. C'est ça. Mais pour revenir sur le sujet, du coup, c'est avant 30 ans, je trouve que la nouvelle génération auquel on est, c'est qu'on a quand même aussi ce recul de vraiment avoir, parce que moi je pense encore à nos parents qui étaient encore là-dedans, mais je trouve que nous, t'as vraiment le recul de voir ce qui s'est fait avant, de se dire, ok, quand même, avant c'était comme ça, et je pense d'avoir une consommation plus régulée, je trouve. Après, il faudrait regarder des chiffres ou quoi, mais je pense qu'actuellement, les jeunes de 20 à 30 ans consomment moins qu'il y a 20 ans, les jeunes qui avaient 20 à 30 ans. Je dis ça, tu vois, genre, mais pour moi, je pense qu'actuellement, tu as une consommation plus régulée où tu as les maladies qui se sont faites face à l'alcool, parce qu'avant, tu avais aussi des consommations et tu ne savais pas ce que ça donnait. Tu as aussi ce recul-là de la maladie. Les réseaux sociaux montrent aussi beaucoup de témoignages, que ce soit sur Insta ou quoi, mais d'anciens alcooliques ou quoi qui partagent. Et je trouve que la sensibilisation aussi a été énormément évoluée. Et quand tu es rentré dans un game où quand même, tu as l'alcool, mais ok, tu sais ce que ça engendre derrière. Je trouve qu'aujourd'hui, j'ai pas les chiffres, donc je saurais pas dire c'est moins plus, j'avance mais ça, mais je trouve que c'est plus conscientisé et les gens sont plus au fait de toutes ces choses-là, et surtout le côté maladie, maintenant t'es plus capable de dire ok, t'as telle maladie, avec les médecins, genre qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, quelles sont tes habitudes, ok, ça va être plus par rapport à telle chose que tu as fait dans ta vie, dont l'alcool. Tu vois, je trouve que les campagnes de sensibilisation sont plus faites pour lutter contre le tabagisme que l'alcool. Là, on voit beaucoup de sensibilisation sur l'alcool, c'est au volant. Quand on conduit, peu importe où, on voit beaucoup de choses comme ça. À part ça, je trouve qu'il y en a pas tant, ou alors parce que mon algorithme il est pas fait en faveur de ça, je sais pas, mais je trouve que c'est plus, on incite plus à dire fumez pas que buvez pas. Sur le fait que avant t'avais les marques sur les paquets, maintenant c'est que des images dégueulasses, l'alcool ils ont pas fait ça. Non mais tu vois, juste rien que ça, tu vois. Marketing, ça reste marketing de ouf. Pas logique, mais tu peux pas faire de promotion sur de l'alcool. Genre, non, mais tu vois, éthiquement, j'ai du mal avec ça, mais c'est que, ok, achète 2 packs, ils sont moins chers là. Enfin, par exemple, moi je compare ici, mais le cannabis c'est légal, tu vois, t'as pas de promo pour le cannabis. T'as quand même un truc qui est encadré, t'as pas de marketing envers le cannabis, t'as pas le droit, tu dois cacher ou quoi. Chose où quand même l'alcool, tu as moins qu'ici, tu vois. Là, tu vois la différence, je vois quand même que le côté américain et le côté français, où en France, t'aurais de la pub partout pour de l'alcool. Ici, j'en ai vu moins. Même voire pas du tout. Je sais pas vous. Mais c'est aussi le truc que l'alcool, je pense que là-dessus, par rapport à la clope, c'est qu'il y a aussi des lobbies derrière qui, comme tous les trucs d'agriculture, avec les pesticides, ou même sur toutes les industries, t'as des lobbies qui poussent aussi pour que ce soit pas forcément autant mal vu. Surtout que, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense pas avoir un avis trop clivant si je dis que pour moi, l'alcool, la cigarette et le sucre, c'est quand même des drogues légales, mais que d'un point de vue santé, elles devraient pas l'être, ou du moins pas en des doses aussi libres. Genre ça devrait être beaucoup plus réglementé. Le sucre, pareil, Arte, ils avaient fait il y a quelques mois un reportage sur le sucre sur YouTube, et genre c'était un bon reportage. Et en gros, le sucre, ça pareil, genre il y a plein de gens qui le savent pas, mais ça détruit tes neurones au fur et à mesure, et c'est des trucs irréversibles. Donc c'est pas en mode au jour J, tu vas être bête, tu vas plus savoir faire une multiplication, mais sur du temps, tu vas plus t'en rendre compte, et même dans des plats salés industriels, il y a quand même un peu toujours du sucre aussi. C'est pour que tu rachètes. C'est pour que tu rachètes déjà de base. C'est ça aussi. Pour le goût, entre guillemets. Mais c'est ça, tu mets peu d'arôme, tu mets du sucre, c'est bon, t'as ton goût, quoi. C'est pour ça que ça aussi, je pense qu'il y a vraiment un côté derrière très lobbyiste avec le sucre, alors qu'en vrai, c'est quand même néfaste de fou. Les lobbyistes, c'est sûr, parce que, juste pour revenir avant, c'était genre l'entreprise Ricard, c'est l'une des toutes confondues, des plus grosses entreprises françaises, tu vois, au monde. En gros, ils ont leur CA fait partie du, je crois, top 10 ou top 20 des plus grosses entreprises, alors qu'ils ont juste l'alcool. Ils sont dans le même classement que Peugeot, que des marques d'industrie, genre Nestlé, qui a une gamme énorme. Là, tu parles juste de Ricard. Donc, tu te rends compte quand même que c'est un autre bail. Les trucs comme le sucre, tu peux pas t'en passer. Il y en a partout déjà, mais ça reste le fait que, même pour le corps, t'as besoin de sucre. Enfin, en fait, le sucre, tu peux t'en passer ou tu choisis ta consommation. Parce que le sucre, il a jamais été caché vraiment. On n'a pas été sensibilisé. Comparé à l'alcool ou le café, enfin, tu vois, les choses comme ça. Si tu te renseignes un minimum, tu sais que ton corps, il a besoin de ça. Tu regardes les quantités de sucre plus la quantité que tu vas manger. Tu vois, ça fait aussi parler de... Mais regarde, même juste dans l'alcool, l'alcool est très calorique et il y a quand même pas mal de sucre aussi dedans. Oui, bien et sûr. Ça, des fois, on peut avoir tendance à l'oublier. Mais couplé à plein de choses, c'est vrai que ça peut rentrer dedans. Puis quand on parlait le côté patrimoine culturel français, gastronomique, c'est vrai que sur tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie, ça rajoute encore aussi à ce truc-là. Même si, je dis pas genre interdit, parce que c'est pas le propos, tu vois. Pour moi, les gens devraient juste être libres de faire pas mal de choses. Mais c'est plus limité de manière réglementaire. Même juste les sodas, tu peux kiffer les sodas, mais en vrai...
Quand tu regardes les trucs, l'équivalent en sucre de chaque soda, et ça, c'est pas juste du côté oui, mais après, il n'y a pas de goût, on en a besoin pour le corps. Alors, genre, là, c'est un niveau. Donc, si tu dis en soirée, s'il y a des gens qui te font des rhum coca, là, le taux dans le sang, il est pas mal quand même. Ouais, bah j'en ai fait des rhum coca. Oui, voilà, Pour répondre à ton interrogation tout à l'heure, je pense pas que ça devrait être interdit. Ça peut être proposé, par contre, qu'on peut faire, c'est genre en Asie, tu parlais du coca. Le coca là-bas, il est moins sucré. Ici, c'est, je pense, peut-être 36 grammes de sucre dans une canette, 35, et là-bas, c'est 21 ou 22, tu vois. Donc déjà, c'est possible, donc pourquoi pas le mettre en place aussi, parce qu'on consomme beaucoup de soda quand même en France aussi. Après, regarde l'alcool et les clopes, c'est interdit aux mineurs, par exemple. Ouais. Donc, et encore ça aussi, il faut qu'on y revienne, mais... Interdit, Ouais, mais du coup... interdit, tu vois, ça aussi. Tu vois, genre, il y a un cadre légal, mais dirigé de manière très précise aussi. Ouais, c'est-à-dire que t'as 18 ans et un jour, t'as droit à tout. C'est ça. Le sucre, à la limite, tu peux le réduire. L'alcool, tu peux pas réduire des pourcentages, parce que t'as des chartes, ça, tu peux pas. En fait, t'as de l'alcool partout en France. Il faut créer des magasins spécialisés, où comme ça, tu rentres déjà, comme ici, pour le cannabis, mais tu rentres, ok, déjà, tu donnes ta carte, donc comme ça, il y aura personne en dessous de 18 ans. Tu vois, déjà, inconsciemment, parce que je pense que aussi dans le quotidien, mais t'imagines, t'es petit, toute ta vie, tu vois de l'alcool, tu vois, même quand tu vas faire les courses, t'as les chips, à côté, t'as une bouteille de Ricard. Je pense que inconsciemment, tu peux être habitué aussi à te familiariser avec ça. Hein. Donc je pense que juste le fait déjà de déplacer, qu'il faut aller dans un magasin spécialisé pour l'alcool, je pense que ça pourrait jouer. C'est faisable aussi au niveau du pays, ça ne demande pas trop de restrictions ou quoi, et je pense que ça serait la meilleure solution qui serait concrètement envisageable. Ça ferait moins de revenus, ça deviendrait plus ou moins contrôlé par l'État peut-être, ce serait une société privée, c'est pas ce qu'on veut, genre Auchan il veut vendre ses bouteilles d'alcool, tu vois, la supérieure du coin elle veut vendre ses bouteilles d'alcool. C'est pas faisable. Moi je pense qu'il devrait y avoir des degrés plus importants de sensibilisation pour certains facteurs, genre la cigarette. Moi, j'ai pas envie de faire du tabagisme passif. Toi, tu fumes, je suis à côté, je mets ma santé, genre, se dégrade à cause de toi. Ça, j'ai pas envie, tu vois. Alors que, donc ça devrait être pour moi ce qu'on restreint le plus, ou en tout cas qu'on avertit le plus pour faire la sensibilisation. Ensuite, l'alcool et le sucre, c'est toi et toi-même. Embarqué sur le truc de l'incitation ou quoi, oui, c'est sûr que maintenant, t'es mal vu. Enfin, si tout le monde prend un verre, t'auras plus tendance à dire, bon, allez, je me prends un petit verre avec eux. Rester dans sa mentalité, son état d'esprit, c'est quand même très compliqué. Même si tu vas dans un cadre très festif, festival, concert, l'alcool, il est quand même généralisé. Foot, tout ce qui est sportif aussi, c'est le cas. Donc même tout ce qui est culturel, mais à l'extérieur. Genre tout ce qui est marché de Noël, tout ce qui est petit kiosque. Genre même en été, on te met souvent en avant forcément la drogue, après la clope, mais je trouve que l'alcool et le sucre, c'est des choses qui sont quand même souvent un peu oubliées, alors qu'en vrai, c'est quand même dans des cas différents, mais c'est pas beaucoup moins important que le reste. Tu vois, j'avais juste vu un chiffre, c'était que l'alcool était la deuxième cause de décès inévitable pour le deuxième produit de bénéfice français à l'exploitation. Donc c'est le truc qu'on arrive le plus à vendre, mais c'est quand même en France le deuxième produit du coup qui cause des morts, mais inévitable, dans le sens que tu l'avais pas pris, ce serait pas arrivé, tu vois. Ça explique pourquoi on fait pas non plus trop de campagnes en disant attention, parce que le deuxième produit le plus français. C'est ça, c'est qu'en fait tu restes trop avec la frontière est mince, quoi. T'as envie que tes citoyens ils soient en bonne santé, mais en même temps l'économie de ton pays, si elle tourne... là, c'était à l'exportation, il disait. Moi, en plus, tu vois, tu regardes en plus en France, on est fort en alcool. T'as des marques qui sont légendaires, des alcools qui sont produits que là. En plus, on a l'exploitation de faire que ces alcools ici. Tu gardes un truc où, en fait, c'est tellement un business que ça peut pas être changé. Ça prend beaucoup de self-control. Tu sais, tous les événements que t'as cités, où je pense à moi, c'est la meilleure personne que je connaisse à date. Je serais pas forcément, je suis à un concert, j'ai pas envie d'avoir un verre dans la main parce que si j'ai besoin de lever les mains et tout, je veux rien avoir qui m'encombre, tu vois. Peut-être je prendrai un verre après ou avant, pourquoi pas, mais pendant... Mais du coup, c'est pas le côté alcool qui te dérange, c'est plus le côté pratique de la chose. Parce que moi, je te dis, je te contre totalement ton truc. En soirée, ça me fait chier d'avoir un verre tout le temps. Et c'est pour ça que je prends un verre, je le cul sec et après c'est bon. Non mais tu vois, et moi en fait je règle cette problématique. Contre nous. Ouais, tu vois, non mais là c'est contre nous. Mais en fait moi je règle ce problème, c'est qu'aussi j'aime pas avoir ça. Mais par exemple on va prendre un verre, tu me dis viens on va prendre un verre et on va danser sur la piste. Ok, ça va être le verre cul sec et après comme ça je peux danser vraiment. Alors ce cas-là tu peux dire on va danser direct, on prend pas de verre, tu vois. On en prendra un quand on aura dansé, on sera fatigué. Mais mais c'est là où tu restes le truc de quand même où c'est toi et toi-même d'avoir la réaction au corps. Est-ce que quand t'es dans un bar, t'es obligé de prendre un verre ou pas? Non, à quel point la pression sociale de l'endroit va t'affecter? C'est un produit qui est très toléré socialement aussi. Comme on disait justement. Ouais, puis par rapport à la drogue, comme on disait, je pense que c'est peut-être dans ce genre de choses numéro 1. Après, tu peux avoir la clope à égalité avec l'alcool suivant les cultures. En tout cas, l'alcool par rapport aux deux premiers, c'est quand même très toléré dans le sens socialement. On aurait juste d'un point de vue santé tant de bienfaits que ça, et pourtant c'est plus toléré que le reste. Parce que c'est toi et toi-même.
Tu gênes personne en prenant un verre d'alcool, à moins que si t'es ivre, tu commences Oui et à non. aller voir les gens et Je suis voilà. pas d'accord mais avec toi. tu peux. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est que tu consommes du cannabis en France, tu es mal vu. Si j'avais vu sur un reportage d'un gars qui avait, mais lui, tu sais, il avait eu des addictions, mais surtout, tu vois, enfin, des gros problèmes, que ce soit la cocaïne, le cannabis, l'alcool, enfin, toutes les drogues, tu vois, un vrai toxicomane. Et en fait, il disait, c'est vrai que l'alcool, en fait, c'est que un gars qui va être bourré, bah, tu sais, ça va presque être classique, tu sais, ça va même pas être choquant, mais par exemple, tu vois un gars qui va être bourré à 22h un soir sans qu'il titube, qu'il vomisse partout, enfin un zombie ou quoi, tu vas être là, ok, il a passé une soirée, point. Tu vas voir un gars tu vas savoir qu'il a consommé autre chose, tu vas être là, ah ouais, c'est un toxico. Fait aussi une autre mentalité où forcément l'alcool, tu vas quand même être plus clément avec lui. Tu prends beaucoup d'alcool, comme tu dis, au point d'être bourré, c'est que souvent tu es quand même conscient des risques. Là où la drogue, du coup, ça peut être juste dans le sens où tu es même plus conscient Ça de dépend certains de ce risques. que tu prends, ouais. Puis c'est très varié la drogue, c'est que t'as tout, enfin, ce que tu vas boire ou quoi, tu sais qu'au final tu auras les mêmes effets si tu bois, enfin, tant que t'as atteint un degré d'alcool, tu sais que ça reviendra aux mêmes choses. Tout bête aussi, mais qu'il y a un seuil légal pour pouvoir conduire. Tu vois, ça, mentalement, déjà, toi, tu dis, ok, donc je consomme un truc qui peut changer mon état d'esprit et j'ai le droit à un certain seuil. S'il est dépassé, j'ai des catégories pour savoir si je suis plus ou moins, enfin, tu vois, Surtout inconsciemment. que, comme tu viens de le dire, tous les alcools n'ont pas les mêmes effets. Donc sûr. c'est genre 2 verres, mais il faut savoir 2 verres de quoi, parce que là ça peut être Et tu 3, fais comment, là ça peut charger être 1. comment aussi, enfin. C'est pour ça qu'ils Exactement. comptent en grammes et pas en verres. Oui, c'est ça. Bah, Nous, on fait des c'est raccourcis, on se dit, ah, ok, 0,5 grammes, deux c'est 2 verres. verres, mais en vrai, un double shot de tequila compte peut-être comme plus qu'un verre. C'est pour ça qu'après là-dessus, en fonction de chacun évidemment, mais moi je préfère me dire, bah je préfère prendre 0 du coup. C'est ça, je conduis, je prends 0, je ramène mes potes en vie et c'est Ouais, pas grave. seule autorisation, ouais, c'est une bière. Alcool fort, je touche jamais quand je conduis. C'est vraiment, ouais, je m'autorise une bière et c'est tout, même pas la deuxième. Ça c'est juste basé sur mon ressenti, donc dites-moi si vous le partagez. C'est de plus en plus accepté, et accepter pas juste dans le sens conscience, mais aussi dans les propositions, que des personnes ne prennent pas d'alcool en fournissant systématiquement des options adéquates, c'est-à-dire non alcoolisées, que ce soit autant comme tu disais mocktail, Mocktail, ouais. en canette, soft, etc. Par exemple sur plein d'événements, que ce soit ceux que j'organise ou même d'autres, t'as beaucoup plus de bars avec des fontaines à eau pétillantes, ou même beaucoup le système de coupons, et sauf que tu sais, par exemple, tu peux avoir un coupon qui te donne une boisson alcoolisée. Bah si tu en bois pas, tu peux avoir un coupon qui te donne 2 soft ouais, à c'est la ça, place. soit. Dites-moi si vous le partagez, mais je trouve que de plus en plus, ça c'est vraiment plus accepté, mais au global. Je suis assez d'accord. Quand on regarde une carte de n'importe quel resto, on va avoir au moins comme 2 mocktails, plus souvent un Virgin Mojito. T'as un peu l'impression de boire un Mojito, mais il est sans alcool. Du coup, pour le côté social dont on parlait tout à l'heure, c'est comme si on pouvait trinquer avec les autres parce qu'il n'y a pas le truc ah non, on trinque pas à l'eau. Là, je peux le faire parce que j'ai un mocktail ou un Virgin Mojito. C'est différent, ouais. Exactement, et c'est pas un soda. Donc je pense que oui, il y a de plus en plus d'incitatifs à se prendre quelque chose de soft en société, et c'est bien. Parce que du coup, ça nous oblige pas à consommer de l'alcool si on en a pas envie et qu'on est en mode ah non, si j'en prends pas, je vais me faire juger par ton pote de tout à l'heure ou, ou je sais pas quoi. Donc c'est une bonne chose. C'est juste plus inclusif en tout cas. C'est Toi, ça. tu peux continuer. Mais Ouais, moi je peux au continuer moins, si j'ai les envie de autres, prendre une autre bière, mais toi si tu veux aller à un soft ou inversement, et puis ça va rien changer au repas. À partir de 2020, je dirais, mais en fait, t'as essayé d'avoir une globalité de la société. Genre, au fait que tout le monde soit accepté, les trucs sans alcool, la bouffe, que ça soit sans gluten, les véganes, végétariens, enfin, tu vois, tous les trucs dans notre société, de globaliser un truc où tu veux que tout le monde te sente bien et de proposer au maximum de solutions, ce qui est bien, mais ce qui reste inclusif, tu vois. Si tu veux boire ton verre, tu peux toujours, tu gêneras pas pour autant. Si tu veux pas, t'as des options pour. Ce qui est très bien, tu vois. Les parents buvaient le verre de vin, tac tac, je vais suivre ce schéma. Non, t'as quand même un truc où, même avec les réseaux sociaux, tu peux voir plus de choses sans vraiment connaître. Mais tu sais, même, on parlait tout à l'heure dans le cadre du taf, mais tu sais, c'était à la célébration de quelqu'un en soi, genre le départ à la retraite, une promotion, même juste une fête d'entreprise. Bah, que ce soit en France ou ailleurs, mais le truc qui te vient en premier, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Champagne. Ça va être plus, Ouais, petit verre, non, mais ça va être plus boire quelque chose que forcément gâteau, nourriture. Là, ce sera vraiment dépendant du budget et de la situation, mais tu auras toujours au moins une boisson. Puis c'est aussi l'âge un peu qui fait ça. Je veux dire, avant, c'est sûr qu'on buvait juste tous ensemble et puis on se posait pas vraiment de questions. Et maintenant, bah, si j'ai pas envie, je vais dire, bah non, moi je veux prendre de l'eau. Et puis personne va rien me dire. Et si je vous dis là que vous devez arrêter l'alcool pendant 1 mois, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Arrêter 6 mois si tu veux, j'aurais pas de problème avec ça. À la limite, le truc qui pourrait être le plus chiant, c'est je trouve quand même qu'on est en train d'évoluer, mais je trouve quand même que t'as encore la barrière sociale. Mais c'est vrai que par exemple, si tu vas dans un bar, t'es poussé parce que t'es quand même dans un truc où tout le monde fait ça. Toi, tu le fais pas ou quoi, t'as le truc de lien social. Je trouve, de mon point de vue, une légère pression de société. Beaucoup plus ouvert qu'avant, ça, y a pas de débat, mais tu restes quand même dans un truc où des fois, ouais, si tu bois pas, t'as l'impression d'être un peu légèrement à l'écart. Après, c'est l'habitude. Imagine demain, on va boire un verre tous les trois, je prends un coca. Vous êtes étonnés? Ok, on retourne dans un verre, je reprends un coca. Oui, c'est ça, c'est que de base, Je retourne dans un verre, je je reprends un coca. Là, vous serez plus étonnés, vous savez que je prends un coca.
Et voilà. Toi, non, c'est c'est juste la complètement première ça. fois, c'est peut-être le plus dur de dire ah je vais prendre quelque chose de différent des autres, mais après ça va devenir on sait que Reynald il va prendre un coca. Ouais. Tu sais, il y a toujours des gens qui peuvent être extravertis de fou, et en vrai, ils le sont tous les jours sans forcément prendre de l'alcool aussi. Exactement. Donc après, tu sais, là-dessus, si toi, t'es plus posé, bah peut-être qu'avec de l'alcool, tu seras encore plus, ou alors oui, là, tu seras plus désinhibé, mais en soi, chacun a ses personnalités aussi, tu vois. Tout à fait. T'as besoin de t'amuser et que t'as besoin d'alcool pour ça, c'est qu'il y a un problème. Et si tu vois des personnes juste quand vous êtes bourré, c'est qu'il n'y a pas vraiment un feeling. De base, une personne, non mais tu vois, tu vas avec une personne dans un endroit, parce que l'alcool est en général le moment que ça représente, vu que l'alcool c'est aussi beaucoup un moment, il n'y a pas que la boisson, tu vois, bah, tu rajoutes un petit plus, tu vois, dans le fait, et ça reste juste un moment précis, et c'est pas votre relation entière qui est basée sur cette chose. Ça reste un truc, ça crée des liens, mais c'est que tu peux pas utiliser ce lien social pour justifier d'en consommer, quoi. Like la vidéo sur YouTube pour nous soutenir, et tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, et laisse-nous savoir si tu es satisfait de la place que tu accordes à l'alcool dans ta vie. Nous on a dit que oui, donc laisse-nous savoir. Quelle responsabilité pour les influenceurs envers leur communauté ou juste en général. Influenceur égale créateur de contenu, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi pas trop, ça reste un nouveau métier donc ça reste très général aussi, mais il faut vraiment différencier. Créateur de contenu, je vois ça plus comme on va dire les youtubeurs qui vont créer du concept ou quoi. Pour moi influenceur ça va vraiment être les personnes où ça va être leur image pure et dure qui vont compter, pas ce qu'ils font. Alors par exemple un Squeezie, il va avoir son image par exemple, il y a aussi les contenus qu'il crée, donc c'est là où tu mets deux choses. Et pour moi influenceur c'est vraiment les personnes qui sont ancrés dans ok c'est ma personne, les gens ils sont là que pour moi, pas pour ce que je fais, et en plus qui vont vendre des choses, sans parler de collaboration commerciale, mais tu vois en mode promouvoir le produit, dans ma tête sur Instagram, où t'as pas tout le temps les trucs de c'est une collaboration. Maintenant sur YouTube t'as forcément le petit icône, t'as forcément c'est expliqué bien, et c'est là où je vois quand même les deux trucs différents, où pour moi c'est pas la même chose quand même. Je pense que si c'était la même chose, ça s'appellerait de la même manière. Déjà. Un influenceur pour moi c'est quelqu'un qui va via ces différentes plateformes t'inciter à prendre tel ou tel produit parce que lui il y a un intérêt financier derrière, versus un créateur de contenu c'est plus quelqu'un qui va peut-être au début partir d'une passion pour te partager ce qu'il aime, par exemple de la photographie, de voyage ou autre, mais par contre les deux vont forcément s'entrecouper à un moment donné parce que moi demain je suis photographe, j'ai une page Instagram par exemple qui va bien, un blog peu importe, sûrement que je vais aller chercher des collaborations avec d'autres types de, je sais pas, des logements. Moi, je pense à Repère Boréal. Peut-être qu'ils vont venir nous voir pour qu'on fasse leur promotion de leur truc avec un échange comme ça. Donc, c'est pas la même chose, mais à un moment donné, ça se coupe. Je vois ce que vous voulez dire, mais je suis pas d'accord parce qu'en fait, tous ces mots, influenceur, youtubeur, streamer, créateur de contenu, puis même après, tu sais, tu peux aller plus loin, snapchatter, télé-réalité, ou même, tu sais, juste des gens de télé-réalité populaire, genre Koh-Lanta, la personne, tu la vois déjà une seconde, elle a déjà un compte Instagram, Olivier Durand, Koh-Lanta off, c'est dans le même package. C'est juste que il y a des nuances, mais tout se regroupe. Par exemple, c'est pas parce que t'es youtubeur que tu peux pas, comme tu disais, vendre des trucs sur Insta. C'est pas parce que t'es créateur de contenu que tu peux pas utiliser ton image pour vendre des, je sais pas, maillots de ton équipe e-sport. Donc c'est plus acceptable de vendre des maillots de ton équipe e-sport que des fenêtres chinoises. Sur le principe, c'est un peu la même chose. Ouais. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de terme qui est officiellement utile pour désigner, parce que oui, c'est des gens du coup qui vivent de ce corps de métier là, il n'y a pas genre un métier précis, c'est plus des choses transversales suivant déjà les médias, genre youtubeur, ça veut dire que t'es youtubeur, toi si t'es podcasteur, ça veut dire que c'est juste le podcast, mais en soi, est-ce que ça te résume juste à la plateforme que tu utilises, mais pas forcément ce que tu fais dessus? Toi déjà là c'est un peu différent aussi, et le côté influenceur, je suis d'accord sur le côté vraiment plus marketing d'influence, et derrière il y a une volonté de vendre quelque chose. Toi créateur de contenu, aujourd'hui, pour des gens qui en vivent, la grande majorité, voire même presque tous, ils ont un partenariat. Donc ça veut dire qu'indirectement, ils te vendent quelque chose aussi. Créateur de contenu, il a été populaire que depuis 1 an et demi, 2 ans. Avant, ça parlait d'influenceurs, avant, ça parlait d'autres choses, après, on vend d'autres choses. Donc en fait, il y a toujours un nouveau terme pour parler de ces choses-là. Surtout que pour moi, les vrais influenceurs, comme vous avez à l'esprit, pour moi, c'est des influenceurs. Mais c'est vraiment le côté extrême. Quel terme vous voulez qu'on utilise pour parler tout au long du sujet? Comme ça, au moins, on perdra pas les gens avec
40 termes. Peu importe en vrai, on peut Bah, dire. Quel est le plus l'autre. facile pour vous? Pour moi, créateur de contenu, c'est bien. Il faut vraiment différencier, c'est les influenceurs. Créateur de contenu, tu parlais, ok, il y a des partenariats ou quoi, mais c'est qu'en fait, ils ont besoin de cet argent, pas pour vivre eux, enfin aussi, mais pour faire vivre un concept. Tu as une différente approche entre quelqu'un qui va te vendre un produit qui est le sien ou qui il faut absolument qu'il vende parce qu'il est en partenariat et un produit qui fait juste la promo classique parce que la marque lui a donné de l'argent. Mais par exemple, moi, je vais pas retrouver vidéo de Squeezie, je vais pas me dire putain, ce placement de produit, il a été lourd de ouf. En fait, c'est tous les mêmes. C'est la marque, elle est super, venez acheter, ça s'arrête là. Ça va avoir des influenceurs, ils vont vraiment être là. Le produit a changé ma vie, j'ai pu mettre ça, enfin, tu vois, tac, tac. Et je pense vraiment qu'il faut mettre une notion. Après, c'est vrai que ça reste quand même un corps de métier où tout le monde fait indirectement de la même chose. C'est juste se promouvoir via une plateforme numérique, que tu sois podcasteur, youtubeur, influenceur, sur Insta ou quoi, ça reste tout le monde être dans le même panier théoriquement. Comme tu viens très bien de dire que tout est un peu aussi transversal et que chacun est presque son propre panier, ça me faisait penser à l'exemple de Thibaut InShape. Sur le principe, le gars il est créateur de contenu, genre il crée littéralement ses trucs, il est pas connu parce qu'il a fait la TLRLT ou pour sa personne, il est connu pour les choses que lui il crée. Et il fait des partenariats avec, j'ai pas d'exemple en tête parce que là je le suis pas actuellement, même si je l'ai suivi un moment, il fait des trucs, j'imagine, avec, c'est ça classique, soit des trucs de sport, soit d'autres choses et tout. Mais il a quand même fait des vidéos ou des liens qui sont pour moi au-delà du partenariat avec genre les Gabriel Attal, le ministère de ci, de ça. Je te donne un exemple basique, j'ai cette marque de compléments alimentaires, je la kiffe, ils m'ont approché, ils me payent, tout le monde est content, moi je vous propose un code promo, puis basta. Ou alors moi j'ai mon propre site, j'ai mes t-shirts et tout. Donc ça, là il n'y a pas de problème. Mais quand tu es payé pour un contenu qui est moins genre produit à vendre, comme faire la promotion du pays ou d'une certaine politique ou de ce genre de choses, là pour moi du coup tu te rapproches de l'influenceur et c'est pour ça que du coup comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas de règles, genre tout le monde est un peu dedans et en même temps hors du circuit. C'est que ça reste aussi un business qui se démocratise et que ça a été un métier très compliqué pour gagner sa vie. Maintenant, tu peux très bien le faire, mais il faut que tu sois stratégique aussi de toi, de ta personne. C'est comment te vendre, parce que ok, tu peux être connu ou quoi, mais c'est qu'est-ce que tu vas apporter à une marque déjà. Et après, parce que c'est ça aussi, tu as l'influence sur une marque qui est purement monétaire. Aussi, tu as les influenceurs sur une façon de penser, que ce soit l'ouverture d'esprit, le yoga, les énergies ou quoi, mais ils vont être à fond là-dedans et t'influencer. Et tu peux avoir aussi les influences politiques. Donc déjà, tu as ces trois arcs qu'il faut mettre bien séparés et qui peuvent être très différents en fonction de toi, ta personne. De 20 à 30 ans, tu as quand même une maturité de l'esprit où tu sais que cette personne, ça reste quand même un étranger que tu connais pas vraiment et qui reste quand même sur un truc de vente ou de projection d'idéologie. Mais c'est sûr, quand tu es plus jeune et plus vulnérable, tu peux vraiment avoir ce truc où tu as l'impression qu'il s'adresse à cette personne. Il faut vraiment mettre l'arc entre les trois trucs de soit monétaire, soit d'idéologie ou soit politique, ou vraiment qui peuvent être très puissants, je pense, à des âges plus jeunes ou plus âgés aussi. C'est pour ça que quand je regarde les communautés, je pense Squeezie, McFly, Carlito et tout, je pense pas qu'ils ont notre âge, tu vois, je pense qu'ils sont plus jeunes. Pas sûr. Je sais pas. McFly et Carlito, c'est sûr que non. Au début, eux, par exemple, moi je suis pas très fan, mais justement quand ils ont commencé, c'était une communauté jeune. Mais la communauté jeune qui les a suivis et donc qui a grandi. Aussi, ouais. Parce qu'aussi, du coup, selon l'âge, on va dire, de ta communauté, si t'es là, t'es porteur de messages politiques directement ou indirectement, ça peut avoir plus ou moins d'influence. Toi, de ce que je comprends, t'as un recul nécessaire pour dire, ok, mon streamer préféré Squeezie va me dire voter tel, je vais pas le faire parce que c'est mes convictions. Fine, tu as assez de recul, mais tout le monde en a peut-être pas forcément assez. Donc, à partir du moment où ton influenceur préféré ou ton créateur de contenu préféré sur YouTube, il commence à faire de la politique, je sais pas, tu vois. C'est là où c'est Donc, est-ce que pour vous, un créateur de contenu a quand même une responsabilité sur les contenus, messages, propos qu'il partage à sa communauté ? C'est sûr, à partir du moment où tu es suivi par des millions de personnes, tu dois faire attention à ce que tu dis, tu deviens une célébrité, dans le sens personnalité publique. Demain, c'est une personnalité publique, ça peut être un youtubeur, mais c'est par exemple un ministre. Le ministre, c'est une personnalité publique. Le ministre va faire une boulette, il va devoir se justifier, etc. Ton youtubeur préféré, c'est la même chose. Tu peux plus, de nos jours, commencer à faire des messages un peu border ou des choses comme ça. Tu dois faire grave attention à ton image. Pas non plus t'en servir pour influencer telle chose que t'aimerais qu'il arrive. Tu dois essayer de rester le plus neutre possible et impartial. S'il y a des choses à dénoncer, par exemple, je sais pas, on en parlait un peu tout à l'heure, mais la place des femmes dans le jeu vidéo, tu pourrais éventuellement te servir de ton influence pour dire, bon les gars, tu sais, ça reste une personne humaine comme tout le monde, rester normaux. Et oui, tu vois, parce que c'est pour du bienfait, mais si c'est pour une opinion politique,
tu peux le garder, quoi. Bah du coup maintenant c'est devenu des personnalités publiques sans être suivi par des millions de personnes. Même à plus petite échelle tu représentes un truc où tu peux influencer. Après ce que je trouve ça dommage aussi c'est que tu deviens aussi une personne trop neutre. T'as quand même la liberté d'expression, donc t'as le truc de promouvoir. Mais aussi le problème c'est que tu deviens presque un objet de consommation où tu peux plus rien dire mais t'as quand même le droit d'avoir d'idées de pensée. Tu peux pas afficher des trucs politiques ou quoi hors politique. Mais si par exemple tu vas défendre un style de vie où tu vas aimer ça ou quoi, c'est quand même dans ton droit. Par exemple Squeezie il a juste le droit peut-être d'aimer ça ou de dire ok non il veut me vendre ça. C'est là aussi il faut mettre, ça devient très compliqué. Comme on a dit le métier ça fait quoi un an et demi que t'as vraiment créateur de contenu que c'est vraiment et tout. Mais toi aussi en tant que consommateur tu dois t'éduquer par rapport à ça et nous c'est une nouvelle sorte de consommation. Justement je pense que déjà il y a un cadre légal, genre la personne peut pas dire tout et n'importe quoi non plus. C'est sûr ça. Et après le truc c'est que le cadre moral ou éthique, comme c'est pas légal, tout le monde peut un peu avoir, puis suivant son éducation, son milieu, ses moyens, avoir différentes interprétations. Techniquement, on peut dire tout ce qu'il veut. Mais par contre, après, tu peux pas te plaindre. Tu peux dire ce que tu penses sur tous les sujets, mais du coup, il faut accepter que tu vas mettre des gens de côté et que tu peux pas, genre, juste être la personne la plus populaire. Mais par contre, tu dis ce que tu as en tête. Genre, il y a des trucs, des avis qui seront plus populaires que d'autres. Et puis, du coup, je te dis n'importe quoi. Si on reste sur la politique, tu dis, moi, je suis pour tel parti, c'est sûr que ça veut dire que tous les autres, tu vas te les mettre entre guillemets à dos. Si tu dis, moi, je suis anti-environnement, imaginons, forcément, tu peux te mettre à dos les gens qui sont pro-environnement ou l'inverse. Donc, si tu as des propos très marqués, je dirais, c'est pas grave tant que t'es pas... tant que tu es dans le cadre légal, mais il faut juste accepter le fait que du coup tu seras marketé comme le machin qui est dans cette case et que ta communauté va le savoir et va te suivre en ayant ce contexte-là. Dans un sens, c'est pas mal non plus. Tant qu'une personne elle est au courant et que tu as ce point de vue ou quoi, c'est ok. Mais ce qui va être compliqué, c'est les soum-soum qui sont faits où tu sais jamais vraiment ce qui est pensé ou quoi. Les personnes comme Squeezie, par exemple, c'est celle qui me revient en tête à chaque fois, mais tu regardes les dernières années, aucun spécialement débat envers sa personne, de mauvaise publicité ou quoi, et il reste vraiment la plupart du temps, avec les streams à la limite t'apprends plus connaître, mais tu restes vraiment, si tu regardes que les vidéos, plus rien d'autre, t'es vraiment juste, ok Squeezie qui en vidéo me fait rire, a des guests à chaque fois, fait des vidéos produites avec des super concepts, ça s'arrête là. Tu vois, maintenant, vu qu'on est connecté à fond sur les réseaux, il y a aussi la différence à faire entre un créateur de contenu sur ce qui fait vraiment créateur et sur le à côté. Parce que si tu regardes par exemple tous les youtubeurs, juste leurs vidéos, c'est un truc différent de sur X, tu vas apprendre, ah ok, elle aura fait ça ou ça, ou elle a mis ça comme post, ah Squeezie, enfin plein de trucs, etc. etc. Je pense que sur ta plateforme, si tu es, pour moi, créateur de contenu, c'est vraiment, tu sais, tu crées des projets, des vidéos, quoi, faut que tu restes quand même une image neutre et vraiment qui est à côté. Ou influenceur, ça va plus être quand même un partage d'informations personnelles. Ça dépend aussi sur quel sujet tu statues. Comme tu le disais tout à l'heure, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, c'est là où tu dois faire gaffe. Si demain, Squeezie, il dit moi je mange plus de viande, fine, s'il dit qu'il en mange encore, ok, tu vois, ça c'est quand même un enjeu, la viande, on est d'accord, mais c'est pas comme si on parlait d'un truc genre, je sais pas, le droit à l'avortement. Je pense que je suis d'accord avec toi sur, il y a des choses, du coup, c'est pas les mêmes contributions derrière, mais tu vois, là, si je dis je mange plus de viande demain, pour le coup, pour moi, sa responsabilité, c'est au moins d'expliquer pourquoi, et de juste... Oui, mais à ce moment-là, il le dit pas. Il fait sa vie, il dit vous n'avez pas à connaître ma vie privée. Si le frérot, une fois, il y a quelqu'un qui le chope en resto, qui dit oh, Squeezie, il a une assiette pleine de salade, de patates, c'est tout. Mais si lui, il dit j'en mange pas, c'est que du coup, il y a un peu un statement qu'il veut faire. Tu vois. Oui, forcément, oui. Si tu le dis, tu dois le justifier. Parce que comme tu es une personnalité publique, ça va avec quand sa tu disais tout à l'heure que responsabilité. tu trouvais que des fois, il était un peu neutre dans son contenu ou ce genre de choses. Quand t'es plus populaires qui sont un peu à prendre en compte. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui relevaient le fait que genre il fait souvent des vidéos avec les mêmes personnes. T'as toujours les 2-3 meufs de YouTube qui sont interchangées dans un cercle très restreint et qu'en gros, quand tu reprends une vue globale, c'est pas tant révélateur de ce qu'est la France, des fois, des invités qui l'invitent. Après, est-ce que... Il n'y a pas de réponse, mais est-ce que c'est juste lui qui se fait kiffer d'inviter les gens qu'il veut inviter et il a le droit, personne n'a rien le droit de dire. Est-ce que lui, il devrait un peu plus se forcer à inviter certaines personnes que d'autres? Genre là-dessus, il n'y a pas de réponse sur tout ça. Mais tu peux pas juste ne pas savoir que ça existe. Je pense qu'à un moment, c'est juste... T'as un concept, c'est ça ton concept, tu penses que telle personne vont matcher avec le concept, tu les invites sans penser à ouais mais elle j'ai déjà invité 3 fois, lui je l'ai invité que 2 fois, puis tu devrais peut-être inviter quelqu'un d'un autre milieu, juste son profil match avec ce que je veux faire, je l'invite, elle accepte, parfait. Puis ça reste quand même un milieu assez fermé, assez petit, c'est que forcément t'as un super concept, t'as envie de le faire avec tes potes. Tous les youtubeurs se connaissent pas, tu te dis pas ok donc je vais inviter cette personne, le concept il m'a coûté 15 000 balles, ça va peut-être même pas fitter, ou la vidéo va pas être top, des fois tu sais t'as pas envie de prendre le risque.
risques aussi là-dessus. Mais il y en a comme tu dis, beaucoup aussi qui sont pas potes, je veux dire. Il y a Ah oui, plein, il y a non, plein non, de il y a- gens que, oui. genre, on pense qu'ils s'entendent bien, mais en vrai, c'est juste en mode business is business, et je te chie à la gueule dans le dos et tout. Juste, ça sort pas trop parce que bah, ça tue le business, puis le but, c'est pas de faire des dramas. Mais sûrement. Mais après, demain, Squeezie m'invite pour faire la promotion du livre que je viens de sortir. Moi, je vais y aller, tu vois. Oui, voilà. Parce que Squeezie il a beaucoup de visibilité. Je c'est vais ça. m'amuser pendant la vidéo, ça va être sympa. Et je ferai la promo de mon truc. Et puis voilà. Tu veux quand même avoir une image, c'est que ok t'es pas pote, mais si en plus t'es pas pote avec la personne, tu vas pas inviter quelqu'un qui va rien t'apporter. Ce que je reproche, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent par exemple sur le fait que en général YouTube et les femmes c'est très peu développé ou quoi, on est en train de plus en plus, surtout en stream je trouve, vraiment un développement immense, mais c'est que forcément en fait ça reste du marketing aussi, tu vois, internet et tout, et c'est sûr que tu vas mettre une personne qui est moins connue, si vous êtes même pas pote à la base, tu perds déjà du social humain, ou ok peut-être la personne elle est pas connue, mais si ça match, ça peut être la vidéo incroyable. Et en plus, si elle t'apporte pas grand chose en visibilité, tu vois, en mode ok, bah j'ai fit avec cette personne, enfin la vidéo elle va moins se vendre. Alors quand t'as des feats légendaires, même si ça reste très professionnel où ils sont pas potes, mais tu te dis mais c'est tellement improbable que ça soit là que tu vas cliquer. Si la personne qui a le plus grosse force de frappe ne le fait pas, genre, qui peut le faire? Mais je dis pas qu'il y a forcément de réponse, mais c'est plus compliqué pour avoir un peu une petit créateur qui, oui, a des concepts moins chers, donc il y aura peut-être moins d'enjeux financiers, mais dans le sens, tu vas inviter quelqu'un que tu vas pas connaître, ça va être plus bizarre, tu vois, et puis ton audience, il y aura pas trop de résultats derrière, alors que si t'es quelqu'un connu, t'invites quelqu'un que tu connais pas, peut-être que tu peux super bien t'entendre, tu peux un peu montrer l'exemple. Ton invité va aussi dépendre de la vidéo. Genre demain, moi j'avais vu la vidéo genre Loris et Pierre Ninet. Ouais. En ce moment, il était à la mode Pierre Ninet, ben, j'ai regardé, c'était marrant, je me suis bien marré. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être j'aurais pas forcément C'est ça. cliqué. Donc c'est aussi le fait d'inviter quelqu'un de populaire Actuellement, qui dans fait la sa santé. promo, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, ça fait aussi la promo de toi, ta vidéo, donc c'est aussi bien pour ton business à toi tu aussi. connais NASA, le rappeur? Mhm. Il a fait quelques sons. Moi, je suis pas un grand fan, mais par exemple, lui, il est pas du tout dans le même univers que Pierre Ninet. Il est très son, un peu dansant. Il avait fait plusieurs vidéos avec Loris, mais juste parce que les deux, ils s'étaient connectés, mais genre, tu sais, de manière un peu transversale, via d'autres gars et tout, ou même dans d'autres vidéos, de manière un peu plus aléatoire. Leur univers, il fit pas du tout, mais pourtant, ils ont fait des choses ensemble, et puis tu vois, ça... Ça marche. Bah, en tout cas, eux, ils s'entendent bien, du coup, sur le fait. C'est Mais ça. genre, de base, ils viennent pas du tout des mêmes univers non plus. Pour les placements de produits, par exemple, est-ce que vous y mettez ou vous avez à cœur à ce qu'il y ait une limite morale, une transparence, une cohérence ou juste financière par rapport à ça? Bah forcément, parce que si demain je demande à Squeezie de placer mon produit puis que mon produit n'est pas éthique, Ouais. ben faut aussi voir l'image de la marque qui va être associée à ça, ou même l'image de Squeezie qui va être associée à une marque pas éthique. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'une marque se retire d'un partenariat parce qu'il y a eu des propos un peu mal placés de la part de telle personne, donc c'est sûr que ça doit être lié. Demain, j'ai pas envie que mon influenceur préféré me fasse acheter, je sais pas, des cigarettes, n'importe quoi, tu vois, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc c'est sûr que je peux pas échapper le placement de produit, mais tu peux me faire ton NordVPN, ça me va, je le connais Ouais, bien, on l'a c'est vu ça. 10 millions de fois, mais pas des choses qui pourraient avoir un impact. Je pense à l'écologie parce que c'est quand même quelque chose d'important pour moi, mais je serais pas satisfait si mon créateur de contenu préféré, il serait en faveur de chasser les baleines, n'importe quoi. Au global, tu sais, il y en a beaucoup des influenceurs, des créateurs de contenu et tout. Évidemment qu'on connaît pas. Imaginons si on réagit sur le côté francophone. Mais c'est la question aussi, c'est un peu, et je dis pas qu'il y a forcément de réponse, mais qui fixe un peu le côté, bah ça c'est éthique et ça l'est moins. Le fait que quelque chose soit éthique ou pas, il y a quand même des chartes qui sont un peu là-dessus, mais après c'est la perception de Ouais, tous c'est ça. et chacun, c'est super, Sur les communautés. super ouais, personnel. machin. Ah ouais. Mais il y a quand même des idées générales qui sont quand même d'accord sur certains pays, dans beaucoup de pays dans le monde, sur une chose qui est éthique et qui ne l'est pas. Je pense qu'il y a quand même des consensus mondiaux là-dessus sur des gros sujets. Donc après peut-être qu'il y aura des partenariats avec des choses où c'est un peu plus border, un peu plus caché. Et là il faudrait faire des recherches pour voir si c'est éthique ou pas. Mais sur les choses flagrantes, je pense qu'on le saurait, n'importe où dans le monde, on saurait que c'est pas éthique. J'avais vu des collaborations, par exemple, tu sais, genre placement de produits pour des jeux d'argent. Ça, par exemple, ça avait fait polémique un peu. Et t'as quand même le truc de publicité où c'est bien encadré. T'as des produits qui sont obvious, tu vois, on te vend des cigarettes, bon bah tu vois, là c'est pas éthique. J'ai vu une vidéo, c'était un youtubeur, du coup, je sais plus le nom, mais en gros, il avait contacté plein d'influenceurs, mais tu sais, genre bah, les bidons, tu vois, enfin ceux qui te vendent n'importe quoi ou quoi. En fait, du coup, il avait créé un produit, sauf qu'il avait mis genre vraiment dans le produit, tu vois, si tu tapais sur internet, en gros, c'était une dose de produit mortel. Genre théoriquement, si tu testais vraiment le produit, t'étais mort. Ouais, je sais pas, 20-30 fois. Il a eu plein de vidéos qui n'ont jamais été diffusées, mais
de gars qui en fait le vendaient quoi. Et aussi j'avais lu, ça fait genre 2 ans je crois qu'il y a vraiment une charte sur la publicité que tu peux faire et les produits que tu peux vendre. Ouais, Avant ça n'existait pas théoriquement. Mais parce que j'ai noté que justement la France est le premier pays au monde à encadrer le marketing d'influence. Et tu vois, quand tu parlais d'éthique, ça m'a fait penser à... Si. C'est pas le premier, les États-Unis ils ont fait ça bien avant. Mais peut-être pas avec la charte autant, je sais pas. Ça peut-être pas sur certains détails aussi, mais ça m'a fait penser quand tu parlais d'éthique à GMK. Je sais pas si vous connaissez le colosse là, et le titan colossal. Et en gros, lui, tu vois, c'est sûr que ce qu'il kiffe, c'est les voitures. En soi, une passion comme une autre. Je pourrais pas juger les voitures, c'est mieux que les jeux ou le sport ou quoi. Chacun son truc. Mais après, c'est les voitures de luxe, les montres de luxe et tout l'univers qui va avec. Mais il y a une communauté jeune de fou. À quel point est-ce que tu trouves ça éthique, des fois, de faire des concours pour gagner une voiture, ou alors de faire des reviews de voitures à des gens qui ont 15 ans et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens non plus. Tu peux te dire que c'est peut-être pas forcément moral. Comme il peut aussi y avoir, tu parlais des paris sportifs, je kiffe le foot, donc je suis beaucoup de gens qui font des trucs dans le foot, mais il y en a beaucoup, des fois des créateurs qui n'ont pas forcément, et pourtant qui ont des contenus de genre beaucoup plus développés que des RMC ou quoi, qui ont des partenariats avec des Winamax, des BetClick ou autres. Donc oui, les paris sportifs, moi je trouve que c'est de la merde dans tous les cas, mais si le gars, il est là, il fait son truc, et le seul boîte qui t'approche pour te donner de la thune, c'est un truc de paris sportif. Sachant que même dans plein de pays, les paris sportifs, ils sont en gros sur les maillots. C'est quand même légal, tu vois, sinon l'État les fermerait. Ouais. Donc je suis d'accord que c'est pas éthique non plus. Je dis pas qu'il y a une réponse, mais tu sais, des fois il y a le côté genre business is business. Ouais. NordVPN, ça se trouve, c'est un gros scam depuis le début, puis juste, ils prennent de la thune. Ou tu sais, comme les boissons, là, je sais pas si vous avez vu Oli, genre c'est des trucs en mode, des trucs un peu des eaux à saveur. En soi, juste bois de l'eau ou bois un soda, mais est-ce que t'as forcément besoin d'acheter ce truc-là? Donc tu sais, après, c'est juste, il y a différentes échelles, évidemment. Puis je suis d'accord, tout ce qui est casino en ligne et même paris sportif, c'est moins éthique que ce genre de truc. Mais en soi, si t'es dans ton domaine, du coup, à quel point est-ce que c'est vraiment dur? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse, parce que t'en as qui vont dire, bah, moi je préfère faire mon truc tout seul, sans être payé, plutôt que de faire avec un truc de paris sportif, même si c'est du foot. Puis t'as le gars qui va dire, bah ouais, je kiffe le foot, j'adore faire mes contenus, mais là, si je n'ai pas de rentrée d'argent, je peux plus faire mon travail. Donc selon toi, la limite de l'éthique, c'est le chèque qu'on va te proposer? Ah, moi, je touche rien, donc j'ai pas de limite. Je pense qu'il n'y a pas de réponse, mais c'est plus l'importance en mode, est-ce que tu vas juste faire un petit code promo pour BetClick, ou alors est-ce que tu vas carrément faire des événements avec eux, le promouvoir sur tes réseaux, dire toi quel pari tu vas faire sur tel match. Après là, il y a un engagement qui est plus grand que juste par exemple mettre au début de ta vidéo, voici mon code sur BetClick, ils ont tant de pourcents de réduction, ça a 10 € de réduction, et avec le bandeau, les jeux d'argent sont addictifs. Après, tu vois, avec ce que tu dis, l'exemple du foot et les paris sportifs, c'est un peu dans les mœurs. On sait que quand on aime bien le foot, les paris sportifs, c'est lié avec quasiment. Tu vois. Donc je suis pas étonné que ton streamer préféré de foot ou ton influenceur préféré, il fasse un peu de pub pour BetClick ou Winamax. Il faisait une publicité pour un autre truc que les paris sportifs et qui a une éthique qui pourrait être questionnée aussi, ben là ça ferait plus bizarre. Parce qu'il sort de son domaine. Bien que les deux choses qu'il promeut soient deux choses pas forcément éthiques plus que ça. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Moi je trouve c'est pas une solution, c'est pareil, mais c'est comme l'alcool. En fait, ça dépend vraiment de la personne et de la conscience que tu as. Mais en fait, pour moi, tant qu'un influenceur, il est droit dans ce qu'il vend, je trouve pas ça choquant. Tu vois, GMK, les voitures de luxe ou quoi, parce que il est là-dedans, même s'il est fait gagner, que c'est un public jeune, il a mis en place, et que dès que tu as une voiture, si tu peux pas avoir le permis ou que tu peux pas la prendre, ok, il donne la valeur marchande. Donc là-dessus, c'est bien organisé. Mais en fait, tant que tu vends un truc, même si c'est BetClick ou quoi, mais c'est clair. J'ai le plus de mal, c'est comme je t'avais dit, c'est sur le produit, par exemple, un produit où il va y avoir un truc dedans où tu sais pas vraiment. En fait, tant que tu sais précisément ce que tu vends, pour moi, il n'y a pas de souci, parce que tout le monde a besoin d'argent, l'éthique, elle est là. Si toi, en tant que consommateur, tu sais ce qu'on te vend et qu'il n'y a pas de message subliminal et que tu es au courant, c'est ok, tu vois. Après, ça dépend de chaque consommateur. Oui, tu peux te faire influencer, mais ça peut pas être contrôlé malheureusement. Après, c'est plus peut-être à former les gens sur les risques, sur ce que ça peut représenter, l'influence. Donc c'est carré dans l'objet, dans le produit. Enfin, même si tu vois le produit est un peu frauduleux, enfin, tu sais que c'est pas ouf ou quoi. Non, mais même si tu sais que c'est expliqué, que c'est bien propre et qu'il n'y a rien de caché, pour moi, ça reste éthique, tu vois. Donc toi, ce qui te tient à cœur, c'est vraiment le côté arnaque.
Ouais, à la limite. Genre ce soit- arnaque et publicité mensongère. Si toi t'es une meuf qui fait des tutos make-up, tu fais la promotion par exemple d'une marque qui vend un rouge à lèvres, mais c'est un rouge à lèvres, on va dire, qui vient d'Asie. ou magique, miracle, ouais, là. non même pas. Qui est pas Je veux dire, éco-friendly. non même pas, je veux dire, c'est ça. Ça reste un rouge à lèvres, genre il n'y a pas de recette miracle ou quoi. Du coup, est-ce que pour toi ça fonctionne? Genre il n'y a pas de mensonge Oui, sur bah, le produit, pour moi, en fait, juste c'est pas fou quoi. pour moi, en fait, ça fonctionne parce que, en fait, c'est vraiment, ouais, moi, je pense que c'est le mensonge parce que je vais citer une grande marque, mais enfin, peu importe. Mais tu vois, par exemple, si elle vend le truc pour Chanel, t'achètes du Chanel, point. Par contre, si elle me dit, ok, donc là, vous avez mon rouge à lèvres bio qui a été fait, tu vois, alors que tu découvres que c'est des enfants, non. Il y a plein de choses que tu achètes, ça a sûrement été fait en Chine, et pourtant tu l'achètes, t'es ok avec ça. Donc pour moi, en fait, tant que tu mens pas et que tu dis pas, enfin, dans ces cas-là, tu dis rien, mais tu dis juste, ok, le rouge à lèvres que j'utilise au quotidien, moi je l'adore, ça c'est rouge, non, enfin, tac, tac, tu présentes la marque, c'est tac, tac, vous avez 10%. Et je pense que ça représente pas un vrai souci si la personne te ment pas. Si la personne te ment par contre en te disant qu'il est bio et tout, et que tu t'apprends que c'est des conditions déplorables, là oui. Mais tant que tu vends un produit et que tu es 100% honnête, pour moi, il n'y a pas de souci. Moi, ce serait pas trop ça. Juste si tu vends un produit qui est pas éthiquement correct, j'aimerais pas, tu vois. L'enjeu, c'est que l'influenceur va te pousser à consommer un produit bien ciblé versus Sephora, il va peut-être faire de la marque juste pour son magasin et dans le magasin tu peux faire truc. Donc ça va inciter à la consommation de masse, déjà plus que ce qu'on devrait faire. C'est plus ce sens-là, moi, qui viendrait me déranger. Tu regardes les pubs, que ce soit à la télé, sur les journaux ou quoi, c'est plus la publicité de masse qui t'a influencé en général que ton influenceur qui t'a... Peut-être maintenant ça change. Ouais, mais c'est ça, ça évolue aussi. C'est pour ça que, après, c'est un autre débat, mais tu vois, par exemple, les avant-premières de films, il y a énormément de gens qui sont dans le côté, genre, critiques, films, séries, etc., qui se plaignent de ne pas être invités, parce qu'avant ils l'étaient, sauf qu'en fait maintenant ils préfèrent inviter les TikTokers ou les gens sur Insta, sur Twitter, d'autres réseaux ou Twitch, pour du coup faire la promotion de ce truc-là. Donc en fait, ils mentent pas du tout sur le produit, mais c'est juste que les canaux de distribution tradis, ils préfèrent passer par eux, plutôt que juste inviter tous les journalistes de presse, Le Monde, Libération et Figaro, parce qu'ils savent que ça va toucher plus directement les gens. Ça, c'est pas la même pub, genre, moi je regarde TF1, je vois une pub, on est peut-être 10 millions à voir la même pub en même temps, mais il y en a combien qui vont être vraiment intéressés par ça, versus mon influenceur préféré, s'il fait une pub, c'est toute sa commu qui va être intéressée. Donc à la fin, le nombre de personnes qui pourraient être incitées à acheter le produit, il y en aura peut-être plus via ton influenceur. Après, j'ai pas de chiffres, encore une fois, c'est juste ce que je pense. Mais ça dépend aussi de la taille du créateur. C'est ça, parce que aussi, tu vois. T'as aussi, des créateurs qui font des millions de contenus, qui font des audiences télé, donc bah ouais, de fou. c'est sûr. Mais... Et même des chaînes aussi. Clairement. Mais je dirais que pour moi, le côté responsabilité, c'est avec la communauté, c'est déjà le minimum de pas faire la promotion, comme tu disais, de certains comportements ou de choses immorales. Même si c'est dur à dire ça c'est moral, ça c'est immoral, mais on s'entend. Même si évidemment, pour moi, ils sont pas responsables non plus directement des actions de leur communauté. Je dirais juste qu'il y a une retenue, notamment sur le côté responsabilisation, dans le sens, le spectateur, comme tu l'as dit, doit prendre du recul sur ce qui est dit, mais l'influenceur créateur de contenu ne doit pas non plus encourager des actes inappropriés ou des choses qu'il ne maîtrise pas. Il y en a plein qui parlent des fois de politique, même regarde Hugo Décrypte, il est journaliste, mais forcément il dit les choses avec un certain biais ou un certain côté, ce qui est totalement normal. S'il donne même son point de vue, ou si lui il n'a pas envie de le dire de manière frontale, de manière un peu plus déguisée, bah pour moi ça dérange pas tant que tu dis pas moi je suis pour tant, mais tu expliques pas pourquoi. Si tu dis moi je suis pour tant parce que tel sujet, tu dis ok bah si t'aimes pas. Mais au moins tu peux pas reprocher à la personne de pas avoir expliqué, et puis si tu te reconnais plus dans son contenu, bah tu peux aller voir ailleurs. Là-dessus t'es moins... jeux vidéo, c'est que c'est très vague en général. Mais tu vois, Hugo Décrypte, ça m'étonnerait moins qu'il fasse, on va dire, une petite prise de parti, même si c'est léger, parce que c'est son taf d'aller chercher des trucs comme ça en tant que journaliste. C'est comme l'exemple du football, l'influenceur football qui fait des trucs pour Winamax, ça reste dans sa sphère, donc tu vois, ça m'étonne moins. T'as Hugo Décrypte qui fait des interviews avec des présidents, bah, s'il dit son avis sur une nouvelle loi, tu seras plus enclin à l'écouter que Squeezie qui va dire son avis sur la nouvelle loi écologie, quoi. Bon, en tout cas, moi, ça me gênerait pas qu'ils disent quelque chose dans un sens ou dans l'autre, tant que ce soit pas juste, comme on disait tout à l'heure, genre, je mange plus de viande. S'il dit, ce nouveau gouvernement, je l'aime pas, ou juste, de manière générale, j'aime pas ce parti, pour moi, ça me dérangerait pas, mais tant que derrière, il y ait au moins une explication sur lui, sa pensée, parce que dans sa communauté, évidemment, tu auras des gens de tous les bords. Donc si toi, tu es du même avec lui, bah, du coup, tu t'en fous des explications. Mais si c'est pas le cas, bah, faut quand même un côté éducatif. C'est ça. Mais c'est là où tu rencontres quand même l'influence, c'est que parce que, par exemple, Squeezie qui va donner son avis sur ça, sur un truc genre très précis qu'il connaît pas, c'est comme nous si on le faisait. Les gens, ils vont pouvoir se dire « Ah, mais Squeezie l'a dit !» Oui, mais quand tu repenses, Squeezie, c'est quand même un être humain qui est comme nous, et qu'en soi, sans son avis, on s'en bat les couilles.
Non mais tu vois, à échelle humaine, c'est que ok, il va être important parce qu'il y a du monde qui le suit, mais en fait, lui en tant qu'être humain ne va avoir aucune connaissance que moi par exemple je n'aurais pas non plus. En fait, on va pouvoir dire la même chose, c'est juste que forcément là tu vois l'impact d'influenceur où il va avoir une communauté, mais c'est que malheureusement maintenant c'est que tout le monde prend la parole pour rien. Et moi, je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'aurais dit l'inverse, justement. Genre, tu dis, on s'en bat les couilles de son avis, mais du coup, qui a le droit de donner son avis non plus? Regarde, il y a plein de sujets politiques, et regarde juste la politique. Juste, genre, chacun va voter, et chacun vote ce qu'il veut, du coup. Mais je pense que là-dessus, tu vois, comme tout le monde a son avis, c'est ça la différence. Faut juste savoir l'expliquer. Ouais, je pense que c'est ça. Si t'es clair avec ta communauté et tout, ça devient ok sur un avis. Hein. Après, tu sais que machin est plus pour truc. Et quand je disais je m'en foutais, c'était pas en fait le truc, c'est que je comprends ce que tu veux dire, mais c'est qu'en fait, c'est que vu que tout le monde donne son avis, tout le monde a le droit, c'est bien. En fait, c'est justement que cet avis il va avoir de l'importance parce que c'est une personne connue, alors que cet avis dans une balance d'avis, n'apporte rien. Enfin, c'est comme si toi, par exemple, tu dis « je mange pas de viande ». L'échelle, elle sera la même que si Squeezie disait la même chose au niveau humain. C'est qu'en fait, ça reste juste un être humain qui dit une chose. Et parce qu'elle est suivie, ça va avoir de l'impact. Pas pour autant que son avis est important. Il va dire un truc sur une loi F1, la loi F1, que ce soit toi ou lui qui la dise, lui, ça va avoir de l'impact parce qu'il y a de la communauté, que ce soit sur le placement de produits ou même sur ce qui est dit sur la personne, mais ça va être de l'instinct de la personne en elle-même, ce qu'elle va en ressentir ou quoi. Mais c'est là où t'as beaucoup de personnes qui peuvent se livrer sur des sujets qu'ils connaissent pas mais qui vont être écoutés parce qu'ils sont connus. Et là, à la limite, tu peux rentrer dans un autre problème. Puis du coup, sur le côté responsabilité aussi avec la communauté, je trouvais qu'il y avait à l'époque, genre il y a 10-15 ans, t'es plus sur un côté fake et mise en scène avec le côté YouTube et tout, c'était très orchestré. Là où aujourd'hui, on est plus à une tendance de toujours plus authentique, limite à faire des vlogs en pyjama. Ouais. Et je trouve que du coup, ça participe dans ce truc-là où les gens aujourd'hui sont au plus proche d'accepter et de prendre la parole de ces personnes comme acquise, là où à l'époque, tu vois, comme c'était un peu plus froid, genre « Hello à tous, on se lance pour un nouveau commentaire sur TG » ou alors « Je vous fais l'unboxing de ça ». Du coup, c'était plus froid dans le sens tu viens pour le produit, moins pour la personne. Ouais, alors que maintenant tu te sens plus proche de ta personne parce qu'elle va faire des vlogs. Aujourd'hui je suis à Disney, on va faire le stream, puis tu vas avoir l'impression de partager ton quotidien. Comparé avant où c'était juste tu faisais ta vidéo point, et justement moins tu montrais ta vie privée, mieux c'était. Là t'es dans une méthode où justement plus t'apprends à te dévoiler, à montrer un peu tes faiblesses, mieux c'est. Donc c'est sûr que ça évolue. C'est ça. Puis je trouve aussi juste dommage que après ça peut être un cadre un peu élargi, comme t'en parlais tout à l'heure avec des politiciens par exemple, mais le côté artistes qui n'utiliseraient pas forcément leur voix pour promouvoir certaines choses, pas promouvoir dans le sens gagner de l'argent, faire de la pub, mais juste délivrer des messages par peur d'entacher un peu leur image. Autant tu as le côté acteur, pour moi c'est autre chose, parce que tu joues un rôle. Donc en fait, on vient te chercher pour ta capacité à jouer une autre personne, mais pas pour toi, ce que tu penses. Sur le principe, C'est ça, alors que des artistes, des musiciens, il y en a, ils disent n'importe quoi, hein. Mais au global, c'est quand même toi qui peux écrire tes paroles et il y a souvent des fois des messages qui peuvent être transmis. Il y en a qui peuvent jouer un peu à double jeu dans le sens je suis dans l'industrie de la musique, je veux ma thune, je veux pas de problème, mais vas-y ça me fait quand même plaisir de dire certains trucs en musique, mais par contre je veux pas assumer en le disant noir sur blanc en dehors de la musique pour pas avoir de problème. Donc je vais juste dire ça dans le sens où je trouve que c'est dommage que des fois certaines personnes n'utilisent pas ce truc-là, à contrario par exemple de Taylor Swift qui elle dit clairement voter telle candidate, tu vois. Modèle américain. Mais c'est pareil, c'est un autre modèle, c'est que... On est plus réservé quand même. Ça, c'est un peu tabou. Mais politique et en général, je pense, parce que je trouve en France, t'es quand même dans un truc où t'aimes quand même conserver une vie privée, que ce soit, bon, politique, t'en parles pas du tout, tu vois, mais que ce soit l'argent, que ce soit, t'aimes avoir quand même ton cocon de protection. Aux États-Unis, tu vas être vachement plus libéré, je trouve, mais ça dépend vraiment de la culture de base. C'est seulement et déjà la 7e émission d'Avis de Personne. Va nous follow sur Insta, avisdepersonne.podcast pour toutes les émissions à venir. On peut commencer la reco par personne. Qui veut commencer? Ray, Morgan? Non, du coup, moi, ça va être un livre. Donc, ça s'appelle La dernière leçon de Mitch Albom. Franchement, c'est un livre magnifique. C'est donc la discussion entre un professeur et son élève. Et en gros, le professeur qui va être mourant et donc qui va expliquer donc toutes les étapes de sa vie. Donc, ça va être sur les futilités de la vie, sur ce qui compte vraiment. Donc, tu vas avoir en fait plein de chapitres sur des émotions différentes. Et en fait, c'est une histoire vraie. Donc, c'est vraiment le professeur qui était mourant et son élève qui vient le voir. C'était genre 16 ans après. Ça faisait 6 ans qu'ils s'étaient pas vus. Et tu vois vraiment du coup l'importance qui est attachée aux choses, les choses matérielles qui deviennent futiles et justement le fait que ça ait un long voyage. Donc, très spirituel et tout. Et franchement, une très belle œuvre. Si vous avez peur de la mort, ça peut être aussi une très bonne approche, tu vois, parce que c'est un truc inévitable et j'ai trouvé très intéressant et très facile à lire surtout.
Et comment toi tu l'as découvert? Je l'ai découvert franchement par hasard, genre j'étais dans la librairie, je voulais check des trucs, j'étais quand même dans le rayon de psychologie où je me renseignais et tout. J'ai lu ça, le petit résumé m'a bien plu. Franchement, t'as des petits chapitres de 10-15 pages et chaque chapitre ça va être une émotion. Par exemple là ils vont parler de l'amour, de la honte, etc. Donc tu peux vraiment avoir des petts passages sympas et ça se lit très facilement. 200 pages, franchement, même moi qui suis pas un gros lecteur, je l'ai bien lu et j'ai beaucoup aimé. Dans un tout autre registre, moi la recommandation ce serait Dan Dadan. C'est un manga qui sort en animé en ce moment. Je pense que c'est pas mal à la mode. Il est sorti sur Netflix, je crois, un épisode par semaine. Ça reste un shonen, donc comme on les connaît d'habitude. Et en fait c'est un collégien et une collégienne qui vont chacun se retrouver face à des phénomènes extraterrestres et surnaturaux. Donc on va aborder des thèmes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, tout en gardant une certaine légèreté, une affection au personnage. Les dessins sont vraiment bien faits, que ce soit sur les pages de lecture ou en version animée, et c'est quand même rafraîchissant et tout, vraiment sympathique. J'ai eu que des bons retours de ça aussi. Ouais, franchement super bien, j'avais lu tous les scans et j'ai vu qu'ils sortaient en animé, j'étais genre oh là là, trop bien. Ok. Excellent. Moi, c'est les challenges artistiques en 3D d'un gars qui s'appelle Clinton Jones, et son nom sur YouTube, c'est genre Punisher avec un W après le P. Pour la faire simple, en fait, c'est un gars, je connais pas du tout sa vie, et en fait, il organise régulièrement des challenges artistiques pour des artistes 3D ou autres. Il retient que les 100 meilleures propositions, qu'il les compile en une vidéo fluide et hyper dynamique d'environ 10 minutes. Okay. Et en fait, je kiffe ça parce que c'est hyper satisfaisant à regarder, et ça te montre vraiment le travail titanesque de plein d'artistes du monde entier, tu vois, et leur côté vraiment créatif. Et en gros, pour que vous puissiez vraiment vous projeter là-dedans, il crée quelque chose de très basique. Par exemple, un gars qui court de gauche à droite comme ça sur une surface plate. Et à un moment, imaginons, il va juste faire un petit saut, ou alors il va juste être déséquilibré puis il continue. Et en gros, il envoie ce modèle-là, donc tu sais, c'est juste gris sur blanc, genre de manière open. Tout le monde peut le télécharger, tout le monde peut l'utiliser. Et le truc, c'est qu'après, les gens s'approprie ce challenge-là et ce modèle pour du coup, par exemple, le gars, en fait, c'est genre Dark Vador avec son sable laser, il trébuche un peu parce qu'il se bat contre quelqu'un et en fait, après, il continue. Ce qui fait que quand il met tout à bout, toutes les vidéos, comme c'est le même mouvement de base, le même squelette de l'animation, ça fait que c'est hyper fluide. Et toi, t'es juste là à regarder, puis en plus, 9-10 minutes, ça passe hyper vite et tu vois tous les univers des gens. Il y en a, c'est des trucs connus, justement, tu peux avoir du Seigneur des Anneaux, Dark Vador, Mario. Il y en a, ça peut être des univers totalement loufoques, mais genre avec des détails de fou. Il y en a un, c'était en mode une petite bille, un peu comme des fois les jeux japonais, genre qui descend d'un trou en haut, elle tombe à droite, elle a un peu, tu sais, quelques mouvements comme ça, et après elle retombe dans un trou comme ça. Et les gens, à travers ça, ils font des trucs de fou, tu vois, mais t'as toujours un peu un mouvement qui est similaire. Il y en a un dernièrement, je crois le dernier qu'il a fait, c'est un peu un genre de combat de boss, donc t'as un personnage qui se tient debout face à un grand personnage, donc comme un boss, comme dans un jeu vidéo, puis du coup t'as un peu ce truc-là. Et donc c'est la petite séquence qui passe en loop, et à chaque fois avec les trucs des nouveaux artistes. C'est ça, c'est toujours la même animation, mais c'est juste pas designé pareil. Ils rajoutent tout ce qu'ils veulent en background, tu vois. Des fois, t'as le personnage qui court en mode Première Guerre mondiale dans les tranchées, il tombe, puis derrière, tu vois, t'as des bombes qui explosent. Des fois, ça peut être juste genre le gars, il court pour rattraper son chien, puis en fait, il tombe, et puis il fait tomber son collier par terre. Sympa. Parfait, sympa. Donc ça, juste, t'es satisfaisant, puis ça stimule la créativité. Tu vois du travail, justement. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Donc voilà. Excellent. Un grand merci pour le temps passé avec Morgane et Ray et la confiance qu'ils m'ont donnée pour cette 7e émission. Donc, on a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 8e émission d'Avis de Personne. Surtout, n'oublie pas que Évasion, on s'en fout. Allez, ciao. Ciao.